La librairie Ombre Blanche organisait samedi 14 février 2026 une rencontre croisée avec Nicolas Framont, sociologue, fondateur et rédacteur en chef du magazine Frustration depuis 2013 et auteur notamment de « Vous ne détestez pas le lundi, vous détestez la domination du travail » aux éditions Les Liens qui libèrent, et Rob Grams, rédacteur en chef adjoint du magazine Frustration. Ils y présentaient la dernière édition de Frustration, En finir avec la ville capitaliste, qui invite le lecteur à regarder la ville autrement, ainsi que l'ouvrage de Rob Grams paru aux Liens qui libèrent, Bourgeois Gaze, ou Comment au cinéma on filme le monde depuis une position sociale dominante marquée par le mépris de classe, un centrisme moralisateur, un rapport hors sol à la réalité et une surreprésentation des thématiques bourgeoises. Bon, on va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Rob Grams et Nicolas Framont pour une rencontre croisée autour de Bourgeois Gaze et du magazine Frustration. Donc, pour des petites présentations rapides, Rob Grams, tu es donc l'auteur de Bourgeois Gaze aux éditions Les Liens qui libèrent. Donc, c'est ton premier essai, mais t'es pas vraiment à ton coup d'essai parce que le premier article en fait auquel tu as travaillé pour Frustration Magazine, d'ailleurs la première version papier, il me semble, qui était encore en autodiffusion. Donc tu avais écrit ton premier article sur le Bourgeois Gaze à ce moment-là. Et toi, Nicolas Framont, qui est aussi donc rédacteur en chef de Frustration. Vous êtes tous les deux rédacteurs en chef de Frustration. Tu es sociologue du travail et tu as écrit 3 livres, Aux Liens qui libèrent aussi. Donc on a Parasite, Vous ne détestez pas le lundi et Saint-Luigi. C'est ça. Oui. Donc merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Et je vous propose en fait de commencer donc à parler du livre donc de Rob Grams, Bourgeois Gaze. Et pour ce faire, donc pour résumer un petit peu, tu abordes le cinéma d'un point de vue sociologique et tu analyses un peu la surreprésentation de la classe bourgeoise à l'écran dans ce livre-là. Et évidemment, la première question que je vais te poser, ma première demande, ça va être d'expliciter, de nous expliquer ensemble ce qu'est le Bourgeois Gaze. Bonjour à toutes et tous. Donc le Bourgeois Gaze, c'est le regard bourgeois. Donc au départ, c'était une petite référence donc au male gaze, le regard masculin qui avait été théorisé par Laura Mulvey en 1975 et qui s'intéressait à l'objectification des femmes dans le cinéma. Après, ça a été étendu à la fois en termes de sujet et en termes de médias. Et donc, moi, je constate effectivement qu'il y a des biais de genre dans le cinéma, du fait qu'il est largement dominé par les hommes, mais il y a aussi des biais de classe, du fait qu'il est largement dominé par la bourgeoisie. Donc, je le définis comme la manière dont, dans de larges pans du cinéma, le monde social est perçu à travers les lunettes déformantes de la bourgeoisie. Et c'est ton concept ? Tu l'as inventé ou il y a eu des traces Alors, il y a eu plein de réflexions dans l'histoire sur la bourgeoisie et le cinéma. Ça, c'est pas nouveau. Le terme en lui-même, à ma connaissance, il n'avait pas été conceptualisé. J'en ai trouvé quelques occurrences quand même dans certains papiers, mais moi, il y avait quand même l'idée de faire une blague au départ, parce que bourgeois, c'est certes transparent, mais ça sonne très français. Et donc, c'était dire bourgeois gaze, c'était un peu pour rigoler, mais du coup, c'est quand même 2 mots qui existent en anglais. Donc, j'ai trouvé notamment un texte d'une chercheuse écossaise qui s'intéresse, elle, au middle class gaze dans la télé-réalité américaine, mais à mon sens, c'est pas vraiment conceptualisé comme le bourgeois gaze. Après, des réflexions sur le cinéma bourgeois, ça, il y en avait eu plein par contre. Est-ce qu'on a une espèce de grille de lecture, de critères en fait pour définir en fait un film comme utilisant ce bourgeois gaze, un peu à la méthode du test de Bechdel ? Ouais. D'ailleurs, on peut peut-être rappeler ce qu'était le test de Bechdel. Je sais pas si tu. Ouais. Le test donc d'Alison Bechdel, c'était un peu dans la lignée justement des travaux sur le regard masculin. Et donc c'est pas exactement pour repérer le male gaze, mais c'est pour repérer en tout cas une forte centralité masculine dans le récit. Donc je sais plus exactement, mais de mémoire il faut qu'il y ait au moins 2 femmes dont on connaît le nom
et il faut qu'elle parle genre pendant 5 minutes et d'autre chose que d'un homme. Je crois que c'est ça à peu près ça. Et du coup, j'ai essayé de faire la même chose, donc pas pour repérer forcément le bourgeois gaze, le regard bourgeois, dans le sens où on peut très bien avoir des films qui parlent de la bourgeoisie sans que ce soit un regard bourgeois, de la manière qu'on peut avoir des films qui parlent des classes populaires et que pourtant ce soit un point de vue très surplombant et bourgeois sur ces classes populaires, ou sur les travailleurs, ou sur les classes moyennes. Mais bon, j'ai fait une sorte de mini-test qui permet de repérer cette forte centralité bourgeoise. Donc c'est déjà de savoir est-ce qu'il y a des personnages des classes populaires, des classes moyennes qui ont une forte subjectivité, une forte agentivité. Dans quels espaces le récit se déroule? Est-ce que c'est des grands appartements bourgeois, des appartements haussmanniens, des appartements d'architectes, etc. Est-ce que les questions matérielles sont évincées? Enfin, est-ce que les questions des contraintes matérielles, ce qui pèse sur quand même beaucoup de gens, sont évincées ou pas? Et est-ce que le narratif est créé autour d'enjeux typiquement bourgeois? Oui, donc on peut faire en fait une analyse quand même assez précise, effectivement, d'un film bourgeois ou non, quoi. En tout cas, qui met vraiment en scène la bourgeoisie, oui. Et est-ce que tous les réalisateurs qui filment avec du coup le bourgeois gaze sont eux-mêmes des bourgeois? Non, et l'inverse non plus. En fait, il y a très peu de réalisateurs en France qui viennent pas de la bourgeoisie. Du coup, j'ai pas trouvé de chiffres, donc j'ai fait mes recherches moi-même. J'ai pris 269 réalisateurs sur les 35 dernières années, et je suis arrivé à 70% de réalisateurs qui viennent des classes supérieures, de la petite bourgeoisie, voire de la très très grande bourgeoisie, du très grand patronat. Et donc j'ai trouvé 10% de réalisateurs qui viennent des milieux ouvriers employés, en sachant que les milieux ouvriers employés, ça représente à peu près la moitié de la population française. Donc on voit bien qu'il y a un très fort écart. Et malheureusement, non, en fait, je pense que ça suffit pas à échapper au regard bourgeois, dans le sens où il y a des effets de mimétisme, c'est-à-dire que quand on fait un film, on se base aussi sur une cinéphilie existante. Et quand le regard bourgeois a été très prégnant sur sa cinéphilie, c'est pas toujours facile de s'en émanciper. Je pense qu'il y a eu le même genre de choses avec le regard masculin. C'est-à-dire quand on a basé toute sa cinéphilie sur des films où le regard masculin était très fort, c'est difficile de s'en émanciper immédiatement. Et ensuite, c'est difficile aussi pour des raisons d'entre-soi, de production. En fait, il y a quand même, ça crée aussi des effets de formatage. On peut pas faire absolument ce qu'on veut. Les scénarios sont relus énormément de fois par plein de commissions, par les producteurs, etc. Et aussi, quand on essaie de faire des films, on arrive dans un nouveau milieu et on doit s'adapter aussi aux normes de ce nouveau milieu, à certains discours, etc. Donc c'est pas aussi simple, c'est pas aussi mécanique que ça, malheureusement. Est-ce que tu as des exemples, par exemple, de personnes qui ont fait des films donc avec ce fameux regard bourgeois, mais qui ne sont pas eux-mêmes des bourgeois? Moi, j'ai appris beaucoup de choses en fait dans ton livre, parce que je suis pas du tout une cinéphile, donc j'ai pu regarder des films en lisant justement. Il me semble que l'exemple le plus frappant, un peu le plus tragique, c'est Les Misérables de Ledgely, dans le sens où c'est un film qui est fait par quelqu'un qui vient d'un milieu très populaire, qui vient d'une famille de 8 enfants, d'un père éboueur, qui vient de Montfermeil, donc une commune très pauvre, et il fait un film qui se passe à Montfermeil, donc on se dit ça va parler de la vie à Montfermeil. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on suit la vie de on suit trois policiers de la BAC. Donc déjà, c'est un point de vue assez policier sur ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est eux qu'on suit. On voit pas vraiment la vie, à part dans des petites séquences qui d'ailleurs sont peut-être les plus intéressantes. On voit assez peu la vie à Montfermeil. Et en fait, ça reproduit déjà un discours, c'est-à-dire une sorte de mise en équivalence de la violence de la police et de la violence des personnes victimes de violences policières, ce qui me semble un point de vue assez dominant dans le centrisme politique, quoi. Donc c'est assez étonnant que ça vienne de lui. En plus, il avait fait un court-métrage avant du même nom qui était assez plus radical que ça. Et ensuite, sur les formes même, en fait, on revoit des espèces de clichés de mise en scène, les drones qui survolent les cités. On voit à la fin, en fait, les scènes un peu d'émeutes sont filmées un peu comme... en fait, il y a une manière de filmer les habitants de banlieue, en fait, comme une masse grouillante, qui est un truc qui vient vraiment même des chaînes d'infos en continu. Et ça, il reprend un peu ces tropes-là. Donc malheureusement, je trouve que il n'a pas, à mon sens, réussi à échapper à un regard bourgeois dans ce film, quoi.
Et selon toi, est-ce qu'ils sont tous mauvais, ces films filmés? Alors, je sais jamais trop comment dire filmé avec le regard bourgeois. Je sais pas trop si ça se dit, mais est-ce que c'est des mauvais films, forcément? Non, pas du tout. Enfin, il y a énormément de films qui ont clairement parlent d'un point de vue bourgeois depuis cette classe sociale et qui sont des très bons films. Par ailleurs, il y a des choses qui transcendent les classes sociales. Il y a plein de thématiques qui le font, que ce soit le deuil, la maladie, l'amour, l'amitié. Voilà, c'est des choses, même si même si on voit des personnages bourgeois à l'écran, ça n'empêche pas qu'on s'y identifie. Bien que même ces sujets-là ont quand même des spécificités en fonction du milieu social dans lequel ça se déroule. On n'affronte pas la maladie de la même façon selon notre milieu social, par exemple, ou la vieillesse, ou plein d'autres sujets. Je pense que c'est pareil pour le regard masculin. Il y a plein de films dont on sait qu'il y a plein de films, de grands films de l'histoire du cinéma qui ont un regard masculin très fort. Il ne s'agit pas de dire que c'est des mauvais films, il s'agit de savoir repérer ces biais-là. Et non, donc je pense pas du tout que ce soit des mauvais films. Simplement, ce que je pense, c'est que parfois, sur certains sujets, oui, ça a des effets esthétiques qui sont très négatifs. C'est-à-dire, quand typiquement on va parler d'un milieu social qu'on ne connaît pas, sans se renseigner, en projetant ses propres représentations. Donc c'est le cas de certains pans du cinéma social, enfin dit social. Là, par contre, je pense que ça peut avoir des effets esthétiques qui sont carrément parfois désastreux. Et ensuite, à défaut que ce soit forcément que les films avec un regard bourgeois soient forcément mauvais, ce que j'essaie de dire dans le livre, c'est que cette mainmise de la bourgeoisie sur le cinéma nous prive par contre de plein d'autres bons films qu'on pourrait avoir sur plein d'autres sujets, et que ça nous prive d'une plus grande variété de représentations, de sujets et de personnes représentées à l'écran. Peut-être, moi je voulais rajouter un truc sur le livre. C'est vrai qu'à priori, il y a eu je pense que les craintes de pas mal de gens, c'est qu'on se retrouve avec une sorte de grille de lecture un peu approuvée ou désapprouvée par Frustration Magazine et Rob Grams, à savoir est-ce que j'ai le droit de regarder ce film même s'il est bourgeois-gaise, quoi. Et vraiment, parce que ça c'est quelque chose quand ton article était sorti, ça avait suscité beaucoup de réactions. Pour l'anecdote, notre site internet, à l'époque c'était moi qui le gérais avec absolument aucune compétence, avait craché parce que le site avait été trop visité à cause de ton article. Et il avait suscité énormément de réactions, plutôt positives, mais aussi des réactions d'inquiétude par rapport au goût que les gens ont. Or, quand vous tenez à un film, quand c'est quelque chose qui a bercé votre enfance ou votre adolescence, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, vous n'avez pas envie qu'il soit écorné. Et dans le livre de Rob, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'on se dit pas du tout ce film est bon ou mauvais. Et d'ailleurs, quand on écrit sur le cinéma à Frustration, on écrit sur le cinéma en tant que ça charrie des représentations de la société, et c'est ça qui nous intéresse. Mais ni on dit que ces représentations vont produire des effets immédiats. Voilà, c'est pas parce que tu regardes un film avec des bourgeois qui mènent une vie de bourgeois que tu vas avoir envie de leur ressembler. Mais et ça veut pas dire qu'ils sont mauvais. Voilà, on fait pas des critiques Télérama, on va pas te dire il y a 3 F parce que c'est un film plutôt populaire, quoi. Mais tu vois, on en a pas parlé ensemble, mais sur la question des sujets abordés, quand un sujet est abordé mais n'est joué que par des gens qui ont par exemple des moyens financiers illimités, nous on trouve, si on en a déjà parlé ensemble, ça appauvrit un peu l'intrigue. Parce qu'en fait, dans les intrigues amoureuses, par exemple, moi depuis gamin, je suis épaté il y a plein de comédies romantiques où en gros ils se pointent au guichet Air France à Charles de Gaulle ou à Blagnac et disent prenez-moi le premier billet pour rejoindre. Ou alors des gens changent d'avis. Moi ça m'impressionne toujours, tu sais, dans les films, ils changent d'avis, ils disent non en fait je voulais pas partir à Chicago, je reste. Et moi je sais pas si c'est vous ça, moi je me dis toujours waouh mais c'est quand même renoncer à 1 000 €. Et moi, à titre personnel, ça vient parasiter un peu mon immersion dans l'histoire, parce que je suis toujours en train de calculer la dépense que font les gens, en me disant, mais là, ça commence vraiment à chiffrer leur histoire, faut quand même... ça fait cher la passion amoureuse. Et en fait, dans la vraie vie, les questions financières, malheureusement, pèsent aussi sur nos choix, y compris conjugaux. Hein, le réalisme sociologique, c'est qu'on se met avec des gens, et que d'ailleurs, avoir des gros écarts de revenus crée énormément de problèmes, et que ne pas pouvoir prendre un billet de TGV inouï, ou parce que c'est hors de prix, pour mener une relation à distance, ça va vous poser problème, quoi. Et si tu élimines tout ça d'un film, en fait, tu élimines toute une partie de la tension qui existe dans la vie réelle, quoi. Je pense que c'est un peu ça. Et d'ailleurs, je voulais aussi vous poser une question qui peut être répondue effectivement par vous deux par rapport à ce bourgeois gaze. Est-ce qu'on peut l'observer aussi dans d'autres formes d'art que le cinéma ? Parce qu'il y a la littérature, la danse, la photographie. Est-ce que c'est plus prégnant dans le cinéma ou on peut vraiment...
Quand on en a parlé avec l'éditeur me proposait d'élargir justement à d'autres types d'art. Moi, j'ai voulu me concentrer sur le cinéma parce que je préfère parler de ce que je connais un peu bien. Les autres arts, je les connais moins bien. C'est sûr que déjà dans la littérature, ça a beaucoup d'échos. Pareil, il y a beaucoup de réflexions sur la littérature bourgeoise. Je sais que Alice Ziniter, qui postface le livre, elle avait rebondi dessus dans son livre Toute une moitié du monde, qui est un essai sur la littérature justement, et elle constatait aussi ce bourgeois-gaze dans pas mal de pans de la littérature. Elle faisait d'ailleurs un lien en fait sur le fait que toutes les vies en fait qui sont basées sur la répétition sont dures à représenter, et que ça va bien avec à la fois les vies ouvrières par exemple, les vies de travailleurs en général de toute façon, et les vies autour de la domesticité, quoi, notamment les femmes au foyer, etc., qui c'est dur à représenter aussi. Et en fait, du coup, elle disait à la fin, en fait, on a des pans de la littérature et du cinéma qui excluent les femmes et les pauvres, quoi. Ensuite, je pense, c'est pas un art, mais dans les médias, le regard bourgeois est extrêmement présent. Ça passe un peu par les mêmes mécaniques, c'est-à-dire une surreprésentation des CSP+, des catégories socio-professionnelles supérieures, un point de vue surplombant, etc., etc. Donc ça, je pense au moins dans ces deux-là. Après, je crois que le théâtre, probablement aussi, mais j'avoue que je connais un petit peu moins bien. Moi, je rajouterais peut-être sa photographie. C'est quelque chose auquel je m'intéresse plus récemment. Et récemment, j'ai lu, en ce moment, je suis en train de lire un livre d'entretien avec Martin Parr, qui est un photographe britannique décédé récemment. Et moi, j'aimais bien ses photos parce que, déjà en termes techniques, c'est des photos prises en plein jour, mais avec un flash. Et il a une série qui est assez connue, vous en avez sans doute vu, qui c'est des photos prises dans les années 80 à New Brighton, qui est une station balnéaire très classe ouvrière du Royaume-Uni. Et en fait, voilà, il met en scène, il prend des situations de gens plutôt pauvres mais qui essaient de se faire plaisir. Et ces photos, alors moi du coup, je sais que Martin Parr, il est controversé aussi pour ça, parce qu'en fait, sa façon de photographier la classe ouvrière, il y a un mélange. Moi, je trouve que c'est pas si évident, mais on peut voir de la bienveillance, mais on peut voir aussi une forme de surplombance, quoi. De toute façon, la photo, tu t'es quand même à l'écart de la situation, tu la prends, et les situations qu'il met en scène sont un peu cocasses, et en même temps, du coup, est-ce qu'elles sont pas un peu jugeantes, soit misérabilistes, soit... Voilà, et en fait, en lisant le livre d'entretien avec lui, lui, il s'en défend plutôt. Il dit qu'il voulait prendre en photo l'Angleterre des années Thatcher, donc en fait, des gens qui se retrouvent à aller sur une station balnéaire vraiment très dégradée, parce qu'en fait, il joue beaucoup sur les contrastes entre un cornet de glace et puis un engin de chantier, par exemple, mais parce qu'en fait, c'était ça les lieux de villégiature pour les pauvres, quoi. C'était ce qu'on leur laissait. Mais je pense que sur la photo, on sait tous les exemples les plus caricaturaux où là, il va y avoir le biais colonial, c'est des gens qui font des voyages humanitaires et qui prennent en photo des enfants pour dire ils ont tout, ils ont rien, ils donnent tout. Là, c'est vraiment l'exemple extrême. Mais on voit que là, il y a vraiment de la surplombance, qu'on se permet de photographier des situations qu'on ne se permettrait pas de photographier si on était en France ou dans un quartier bourgeois. Donc, je pense que la question de la photographie est quand même traversée pas mal par ça. Et un exemple, moi, je trouve assez positif, qui est quelqu'un qui est plus connu maintenant. Alors, elle a une célébrité posthume, c'est Viviane Meyer, qui, elle, était gouvernante, elle s'occupait des enfants d'une famille aisée. Donc elle avait un métier pour le coup complètement subalterne, elle s'est complètement invisibilisée dans le processus, elle prenait en photo la vie telle qu'elle la connaissait, et ça donne des photos qui sont d'une espèce d'une véracité, et puis sans cette surplombance-là. Et donc là je me dis, peut-être que c'est de la photographie qui n'a pas de regard bourgeois. Et du coup je voulais aussi rebondir en fait, parce que j'ai été incapable de retrouver en fait où j'avais trouvé cette phrase dans ton livre, et du coup je pense que c'est Ziniter, effectivement, quand... elle dit que le cinéma ne sait pas quoi faire du travail à l'écran car trop répétitif, et que ce serait un interdit dans le cinéma bourgeois. C'est bien elle qui l'a... Parce que je l'ai vu dans ton livre et j'ai pas réussi à retrouver où je me le suis noté, et voilà. Mais en fait, c'était... Voilà, je disais ça pour rebondir un peu sur le mépris de classe que tu observes dans le cinéma social, et que j'aurais aimé que tu nous parles un peu du cinéma dit social. Ouais, le cinéma social, donc c'est un peu un faux genre. C'est un genre qui... En fait, dès qu'un film va parler d'ouvriers, de travailleurs, de classe populaire, de classe moyenne, en fait, il se fait labelliser cinéma social, ce qui est un peu dingue, puisque ça parle de la vie de la grande majorité des gens. Et donc, sur le cinéma social, malheureusement, même s'il a souvent un versant un peu progressiste, etc., je constate aussi des formes de regard bourgeois. Ça passe par
Plusieurs choses. Là, je m'inspire d'un dossier des Cahiers du cinéma de 2015 qui s'appelait Le vide politique du cinéma français, qui m'avait beaucoup marqué. Il y avait des critiques comme Stéphane Delorme et Jean-Philippe Tesset. Il faisait justement du cinéma social un peu le cœur de cet apolitisme du cinéma français. Et ça passait par plusieurs choses. Déjà par des formes d'un peu de misérabilisme, de très grande complaisance vis-à-vis de ce qui est montré. Parce que je pense à des gens, un truc très victimaire, quoi, pas du tout... jamais joyeux, jamais combatif, ouvrant pas de perspective. Et justement, ça passe notamment par une surreprésentation de la tragédie, quoi. C'est-à-dire que tout le temps, ça finit super mal par des suicides, des meurtres, des trucs atroces, ou des démissions dans le meilleur des cas. Mais il y avait et moi, je trouve que depuis 10 ans, en fait, ça a fait un peu que se confirmer. On parlait du cinéma un peu dit de banlieue. Par exemple, Athéna, qui était un film donc de Romain Gavras, fils de Costa Gavras, sur Netflix, qui parlait d'une émeute en banlieue. Ils avaient mis une tragédie de Romain Gavras. Donc en fait, ce pattern-là qu'ils avaient repéré, je le trouve très juste. Et après, des fois, ça passe même par des représentations extrêmement stéréotypées, voire même carrément dégradantes. Un truc quand même autour, par exemple, de la bestialité des jeunes hommes des classes populaires, quoi. Ça, c'est un truc qui revient beaucoup. Les critiques adorent, ils disent « Ah là là, cette énergie animale, etc. » Sans jamais s'intéresser de savoir si ça correspond à une réalité ou pas. Alors bien sûr qu'il y a plein de gens violents, on ne dit pas spécifiquement, pas que dans les classes populaires, mais ensuite ce matraquage de cet angle-là, en fait, de jeunes un peu brutaux à domestiquer, c'est pour moi, vraiment pour le coup, un truc... très bourgeois, à tel point que là je prends maintenant l'exemple de Emmanuelle Berco dans La Tête Haute. En fait, elle cherchait un acteur qui corresponde à son personnage, c'est-à-dire un acteur qui soit donc elle a pris quelqu'un d'un milieu populaire, c'est l'acteur qui est très bon par ailleurs, hein, mais qui était un type qui était en CAP menuiserie, et elle voulait donc un type super violent pour son personnage. Elle lui cherchait des vrais gens. Sauf qu'en fait, l'acteur était super poli, bien élevé, gentil. Et du coup, elle dit non, je le prends pas, on continue de chercher, etc. À chaque fois, elle tombait sur des profils comme ça. Elle a dit du coup, je le prends. Et le film, c'est une succession de scènes de violence. Il y a un petit peu la même chose dans 20 Dieux, par exemple, qui est un film qui a beaucoup plu à cette bourgeoisie, qui dit c'est vraiment, on reconnaît bien les campagnes, etc. Ces mecs qui cassent des bouteilles sur la tête en boîte de nuit, etc. Ça peut exister, hein, c'est pas pour nier tout ça, mais ça peut exister aussi dans des soirées d'école de commerce. Ça n'a pas besoin que ce soit à la campagne, quoi. Et il disait oui, mais elle a vécu là-bas. Oui, elle a vécu là-bas. Elle est fille de musicien baroque. Elle est née à Genève et tout ça. Donc c'est pas exactement non plus la même vie. Enfin, je suis pas sûr qu'elle avait ses frangins n'étaient pas la coupe mulet et tout qu'elle met dans le film. Donc bon, voilà, tout ça pour moi c'est des représentations qui sont presque insultantes. Les réactions des critiques autour sont assez insultantes. Voilà, pour moi c'est le pire possible, quoi. Et autour de l'urban gaze, on va faire tous les concepts. D'ailleurs, il y a un article dans ce frustration-là de Emma Conquet sur l'urban gaze. Mais je pense que tu peux peut-être nous en parler aussi. La représentation effectivement des banlieues, la prédominance de Paris au cinéma, quand il existe quand même d'autres villes en France, des très belles. Ouais, d'ailleurs, j'emprunte le terme à Emma Conquet. Elle le travaille un peu plus sur les représentations médiatiques, je crois, mais je trouve que ça s'applique très bien au cinéma. Donc, l'urban gaze, c'est le regard urbain sur la ruralité. Je pense même, moi, du coup, je parle du Paris aussi. Enfin, j'emprunte parce que je parle aussi de ça, en fait, que le bourgeois gaze, il est aussi assez géographique dans le sens où déjà on constate un très très fort parisianisme dans le cinéma français. La majorité des films français se passent à Paris. Ça, je me base sur des données du collectif 50-50, qui est un collectif qui travaille sur les questions d'inclusivité et de représentation dans le cinéma et qui a fait une très bonne étude en 2019 qui s'appelle « Qui peuple le cinéma français ?» Donc il y a plein de données super intéressantes. Donc on découvre du coup que la majorité des films français se passent à Paris. Pas dans n'importe quel Paris, et spectaculairement dans le Paris bourgeois. Donc ils ont une très bonne phrase qui est que l'imaginaire géographique est aussi un imaginaire social. Donc ça, moi, on voit bien, quoi. D'ailleurs, je pense que ça participe à la représentation de l'association entre Paris et bourgeoisie. On voit tellement ces appartements haussmanniens immenses, etc., qui correspondent pas à l'habitat de tout le monde à Paris, c'est le moins qu'on puisse dire.
qu'en fait ça finit par imprégner, quoi. Si on pense que les Parisiens sont tous des bourgeois arrogants, je pense que ça joue aussi par là, parce qu'on les voit dans ces films, quoi. Je pense par exemple à Adieu Paris d'Edouard Baird, où c'est que des vieux hommes complètement bourrés, en train de draguer des serveuses dans le café, pas café de Flore, mais l'autre, la Closerie des Lilas, etc. Bon, voilà, c'est assez grossier. Et ensuite, il y a effectivement une très forte absence de la ruralité. Ça change un tout petit peu récemment. Il y a une petite vague de films sur la réalité, mais bon, la ruralité est très absente du cinéma. Les villes qui ne sont pas Paris, donc la province, sont très absentes du cinéma aussi. Marseille, quand même, deuxième ville de France, presque 1 million d'habitants. C'est 3% des films qui sont représentés dans le cinéma français. Puis il faudrait voir comment, quoi, parce que Bac Nord, on pourrait en dire quelques mots, mais je ne sais pas si c'est des représentations super chouettes de Marseille. Donc ça a aussi des explications sociologiques. C'est que 70% des entreprises d'audiovisuel, là je parle même pas du coup des entreprises de production de long métrage, mais vraiment de l'audiovisuel en général, sont situées en Île-de-France. 83% des salariés de l'audiovisuel travaillent là-bas. 50% des tournages se déroulent en Île-de-France, et parfois, même quand c'est ailleurs, c'est pour reproduire à moindre coût Paris. Donc tout ça évidemment produit des effets, quoi. Peut-être rajouter, quand on a rencontré Emma Conquet, donc qui a écrit plusieurs fois pour Frustration Magazine, on faisait la tournée de notre numéro autoproduit et on l'a rencontrée à Cahors. Et c'est vrai que Emma, tout de suite, elle nous a parlé de ça. Elle brocarde. D'ailleurs, elle a un compte Instagram que je trouve vachement intéressant, où à chaque fois, elle va regarder comment les journalistes, les rédactions nationales, qui sont en réalité en France des rédactions parisiennes, c'est ça qui est fou, et la presse régionale, en réalité, c'est la presse du pays, vont traiter la ruralité, et ça va être toujours un peu par, soit elle dit, soit la romantisation, donc c'est un peu la campagne des résidences secondaires, en quelque sorte, avec des gens qui sont si vrais, voilà, qui sont sincères, comme vous à Toulouse, vous êtes entier. Voilà, ça va être ça va être ce genre de truc. Donc en fait, la province, alors qui devient un tout, voilà, mais qui devient un tout informe. Oui, c'est ça. La province, du coup, c'est aussi bien Valenciennes que Toulouse. C'est ça qui est toujours fou. Et puis surtout, ça va être soit ça va être romantisé, soit ça va être traité sous le plan du défaut, du manque, quoi. C'est-à-dire la ruralité, c'est l'absence de culture, c'est des gens bourrus qui dînent dans leur cuisine mal éclairée. On parle souvent des cuisines mal éclairées parce que c'est vrai que tu parles beaucoup de l'habitat, mais dans le cinéma, il y a aussi ça. Et donc elle le voit dans le journalisme. Mais voilà, en fait, autant je trouve que dans le journalisme, vraiment directement pourquoi c'est un problème. Parce que le journalisme, pour le coup, peut même pas se réfugier derrière une sorte d'ambition esthétique ou artistique. Le journalisme a une prétention à décrire la société telle qu'elle est. Et en fait, on voit qu'ils échouent complètement à ça parce qu'ils ont des biais sociaux et géographiques. Et ces biais sociaux et géographiques sont liés. Ce qui fait que Rob dit d'ailleurs, ça t'arrive de dire en fait, vous ne détestez pas les Parisiens, mais vous détestez les bourgeois, quoi. Phrase qui peut nous être utile quand on ne vit pas à Paris pour désamorcer notre agressivité face aux plaques 75. Une autre chose dans ton livre, c'est drôle mais plutôt effarant en fait. À un moment, tu expliques donc que depuis avril 2025, les membres du jury des Oscars ont obligation de voir les films. Waouh. Donc du coup, ça en dit effectivement. C'est mon prochain sujet, c'est parler des critiques de cinéma, qui ont eux aussi en fait des interprétations bourgeoises du cinéma. D'ailleurs, j'ai vu un des films dont tu parles, dont mon accent anglais, mon Dieu, mais Triangle of Sadness, qui effectivement avait été, je crois, très très mal reçu par la critique, mais que moi, effectivement, j'ai trouvé que c'était un bon film. Donc je fais un petit chapitre sur la prescription bourgeoise, donc c'est-à-dire la critique bourgeoise et sur certains festivals de cinéma. Donc en fait sur la critique bourgeoise, ce que j'essaie de dire, c'est que en fait c'est difficile d'avoir des données sur l'origine sociale pour le coup de la critique. On peut pas se fier à leur salaire parce qu'en fait dans le milieu de la culture, dans le milieu du cinéma, dans le milieu du journalisme, il y a une espèce de précarité choisie aussi, des gens qui ont d'énormes un énorme confort derrière, une sécurité matérielle familiale, et du coup ils peuvent vivre avec au SMIC à Paris, mais ça représente pas leur niveau de vie réel. En revanche, on a quand même des données sur les grandes rédactions françaises et les journalistes qui les composent, donc on peut à peu près penser que
que la critique parisienne évolue dans le même cercle social que le cinéma français. Donc ça crée déjà plein d'effets évidents. Il y a aussi les mêmes effets que dans d'autres rédactions, c'est-à-dire qu'il y a des milliardaires qui rachètent les médias, etc. C'était le cas des Cahiers du cinéma en 2020, je crois. Donc toute la rédaction avait démissionné. C'était des producteurs de cinéma, des banquiers de Rothschild, il y avait Xavier Niels. Enfin, donc, c'était vraiment. Ils avaient dit non, c'est pas possible. De toute façon, même si on fait pas de. Même s'il n'y a pas de conflit d'intérêt réel, il y aura le soupçon, quoi. Donc on sera plus vraiment indépendant, ce qui, à mon avis, est juste. Donc sur la critique bourgeoise, ce que j'essaie de dire, c'est que quand ça parle de milieux sociaux qu'elle connaît, elle est tout à fait capable de repérer les biais, etc. Mais quand ça parle de milieux sociaux qu'elle ne connaît pas, elle en est incapable. Donc en fait, elle va plutôt valider les choses qui reproduisent les clichés qu'elle a préexistants. Ensuite, un autre exemple, c'est effectivement Sans filtre, donc Triangle of Sadness, de Ruben Östlund, qui est un film qui avait eu la Palme d'Or, qui est un film qui met en scène donc une croisière avec des ultra riches, des très gros capitalistes, y compris de l'armement, etc. Et à un moment, je vais essayer de pas trop spoiler, mais à un moment, il y a un événement, un peu, pour ceux qui l'ont vu, vous savez de quoi je parle, un peu potache. Bon, disons que le bateau coule, en tout cas, on va quand même dire ça, le bateau coule. Et il est sur le point de vous dévoiler la fin de Titanic aussi. Le bateau coule, il se retrouve sur une île et du coup, les rapports sociaux sont un peu remis à zéro. Ce qui m'a frappé, donc, c'est que moi, je m'attendais pas à grand-chose à aller voir le film, et je vois un film en fait qui est très marxiste dans son analyse des rapports de classe. Ruben Östlund d'ailleurs se revendique comme tel, j'ai déjà entendu le dire. C'est le type qui avait fait The Square aussi, qui était un film pas inintéressant, qui avait fait Snow Therapy, qui était un film qu'on aime beaucoup avec Nicolas. Et donc je vais voir les critiques et je vois que normalement c'est une palme d'or, généralement ça fait plutôt un consensus critique, et là ils sont super en colère, quoi. Et ça fait vraiment mais vraiment très très en colère, quoi. Dans l'IB, le critique dit tous les gens qui prétendent avoir aimé ce film sont mus par la haine. Je dis, c'est plutôt toi qui as l'air d'avoir un peu la haine, mais on peut vraiment avoir aimé le film, ce qui est mon cas. Déjà le film est drôle, plein de trucs drôles. Mais il y a un truc, je pense, qui les a très choqués, c'est ils regrettent du coup l'absence d'amour, ce genre de choses, et que c'est cynique, etc. Parce que ça représente une lutte des classes. Bah oui, mais on peut aussi aborder la lutte des classes sans passer par le prisme purement moral, en fait. Et d'ailleurs, justement, ça les a perturbés. C'est-à-dire, en fait, les personnages de travailleurs sont pas spécialement gentils, en fait, quand on arrive sur le monstre de l'île. Bah oui, mais c'est pas l'objet, en fait. C'est pas l'objet de ce film. Et donc voilà, en fait, ils étaient incapables de comprendre le discours même du film parce qu'ils avaient un prisme très moral, très ils étaient pas. Je trouvais que ça manquait de nuances, quoi, comme si un capitaliste de l'armement et quelqu'un d'extrêmement raffiné, quoi. Ça leur plaisait pas d'avoir ces représentations un peu grotesques. Ça va assez loin, en fait. Il y a même des blagues un peu potaches dans le film. Ça aussi, je pense, ça les a mis très très mal à l'aise. Alors que dans le cinéma social, par exemple, je parle un petit peu, mais voir des pauvres en train de vomir ou d'aller aux toilettes, c'est des trucs qu'on voit énormément. Et ça les choque pas, je trouve ça super, je trouve ça très réaliste. Nomadland de Chloé Zhao, ça commence par Francis McDormand qui fait pipi à côté d'une route. Et là, c'est super réaliste, etc. Tous ces pauvres qui sont obligés d'aller aux toilettes et tout, c'est terrible. Et du coup, exposer la bourgeoisie au fait que c'est aussi des corps qui, en fait, in fine, ils peuvent aussi tomber malades, etc. J'ai un truc qui les a mis très mal à l'aise. J'ai confirmation quand même qu'il y a un truc autour de ce film, parce que c'est 2 pages du livre. Depuis, toute la critique qui réagit un peu au livre est obsédée par ce truc-là. Il y a Gilles Perret qui partage le livre, j'ai un critique des Cahiers du cinéma qui arrive et qui dit est-ce qu'il dit encore, comme dans tous ses articles, que Ruben Östlund est un chantre de la révolution? J'ai jamais dit ça dans aucun des articles, aucun des articles qui se termine comme ça. Et je suis oui, ça, vous êtes vraiment bloqué dessus. D'ailleurs, même les critiques qui ont bien aimé sont un peu bloqués dessus, quoi, comme si c'était un sujet très important. Donc, je pense qu'il y a quand même un truc à creuser. Et ce que je vois, c'est que c'est très rare des films qui ont un discours un peu marxiste aujourd'hui. Il y a une époque où c'était beaucoup plus courant, aujourd'hui c'est assez rare. Et du coup, il y a une proposition qui est arrivée, il y en a eu quelques autres, il y a eu Parasite, il y en a eu d'autres, mais il y a une proposition qui arrive, et là, d'un coup, il y a une espèce de levée de bouclier, quoi. Pour moi, c'est assez symptomatique. Merci beaucoup. Et alors, pas complètement pour finir sur Bourgeois Gaze, ton chapitre 7 s'appelle donc « Changer le monde plutôt que le cinéma ». Comment on change d'abord le monde? Quelles sont tes petites solutions? Ce serait peut-être un peu
Voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire En fait, le livre, il est édité dans la collection Frustration qu'on a avec Lina Quilibert, donc ça s'inscrit dans cette perspective politique-là, dans ce travail-là. Je pense, sans exagérer, on est vraiment un média anticapitaliste, on prend la notion de révolution au sérieux. Et ce que j'essaie de dire dans ce chapitre, c'est que il y a plusieurs propositions qui existent par rapport à cette sensation que le cinéma est un cinéma très noyauté par la bourgeoisie. Et il y a une solution qui vient de la droite et de l'extrême droite. Donc c'est celle, par exemple, d'un critique comme Éric Nehoff du Figaro. C'est celle du Rassemblement national qui a déposé un amendement pour supprimer le CNC, le Centre national de la cinématographie, en disant oui, ça fait que des navets prétentieux, c'est de la propagande gauchiste, etc. De toute évidence, c'est pas mon angle. Au contraire, je pense que quand on supprime les subventions, on détruit les cinémas nationaux et en fait, on a des effets bien pires que ce qu'on voulait. Moi, ce que j'essaie juste de dire, c'est qu'en fait, il y a un système qui bénéficie à un système d'héritage en fait de fait social du fait de la domination de la bourgeoisie sur la production culturelle. Mais je dis pas que c'est. Enfin, moi, je trouve ça très bien que des choses échappent un petit peu au marché. Mais leur point de vue, c'est que du coup, il y a un problème de surproduction, ce serait ça. Et du coup, il faudrait mettre les règles du marché et que du coup, la demande de films rejoindrait l'offre, etc. Moi, c'est pas du tout mon point de vue. Après, il y a un truc un peu plus inclusif qui est de dire on va faire un peu des quotas, ce genre de choses. On va prendre un petit peu de gens des classes populaires, on va laisser leur faire leur film à la marge, comme ça on aura un autre. Ça, je pense que pour les raisons qu'on a dit, c'est à double tranchant. Déjà parce qu'en fait, quand on arrive dans le milieu du cinéma, on peut dire qu'on change un peu de milieu. Donc, combien de temps on reste encore un peu à comprendre les choses dont on parle. Ça pose plein de questions. En tout cas, je pense que ça peut avoir un intérêt, mais c'est plutôt marginal. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que le regard bourgeois était plus faible dans l'histoire du cinéma quand il y avait des hauts niveaux de conflictualité sociale. Donc, je donne pas mal d'exemples. Un des premiers, donc, c'est la Révolution russe. Ça donne le cinéma soviétique. C'est un cinéma qui est très intéressant. Après, c'est aussi un cinéma qui est très contrôlé par l'État. C'est un cinéma de propagande, etc. Bon, c'est pas du coup un modèle à tout point de vue. Après, il y a le néo-réalisme italien, par exemple, qui arrive dans l'après-guerre italien, donc qui arrive après ce qu'on appelait le cinéma des téléphones blancs, qui était le cinéma de la période fasciste. Téléphone blanc, c'est parce que c'était téléphone. En fait, je me rappelle plus le matériau, mais c'est un matériau qui coûtait très cher, alors que les classes populaires avaient plutôt des téléphones noirs en bakélite, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, c'était parce qu'en fait, à chaque fois, on voyait ce symbole de richesse dans ces films-là. C'était pareil des problématiques complètement apolitiques, extrêmement bourgeoises et tout ça. Et après, du coup, arrive le néo-réalisme italien, qui par contre est très film à hauteur d'homme, s'intéresse vraiment aux problématiques sociales, matérielles. Donc c'est à une époque où le Parti communiste italien est extrêmement fort. Pareil, la nouvelle vague, on peut dire, bon, ça vient plus de milieu privilégié, mais ça se met quand même en confrontation avec un cinéma qui était pareil, un cinéma à la papa, très bourgeois. Ça essaie d'imaginer d'autres manières de produire, de prendre des acteurs non professionnels, de tourner sans autorisation, etc. Et pareil, le nouvel Hollywood, donc le cinéma américain des années 70, où il y a eu beaucoup de choses extrêmement radicales, à la fois dans les formes et dans les discours. Ça arrive donc à un moment de très forte lutte anti-impérialiste, féministe, pour les droits des Afro-Américains, etc. Aujourd'hui, je pense d'ailleurs qu'on constate que des hauts niveaux de lutte antiraciste et féministe ont abouti à un peu plus de femmes réalisatrices depuis MeToo qui est d'ailleurs partie du cinéma, et les luttes antiraciste a un peu plus de représentativité. Donc on voit que les luttes dans la société ont un impact ça ouvre des brèches dans la représentation. Moi, je pense que en fait, si on veut des vrais changements, c'est surtout par là que ça se passe. Donc, sinon, ce sera pas pour changer les représentations de base, mais voilà. Et d'ailleurs, je pense qu'on le voit, commence à y avoir de plus en plus de films sur les gilets jaunes. Bon, à mon avis, de qualité assez inégale, mais en tout cas, on voit bien que ça a fini par percer. Il y a un petit effet rebond comme ça de 2019-2020. Merci beaucoup. Et je voulais vous demander peut-être tous les deux de choisir 2 ou 3 films à nous conseiller. Non mais Rob il fait des tops tout le temps sur son Instagram, donc je te propose de commencer. Rob, ça va me laisser le temps de réfléchir au mien. Si c'en est qu'un, c'est pas grave non plus. J'ai dit 2-3, mais comme vous voulez. La frustration, c'est des films qu'on aime bien tous les deux d'ailleurs, parce que je sais que c'est le cas. Il y a Discount de Louis-Julien Petit. Ah oui.
qui est un peu pour nous l'antithèse de La loi du marché de Stéphane Brisé. La loi du marché, c'est très résigné, quoi. C'est vraiment c'est grisâtre, c'est Vincent Lindon qui fait la gueule tout le long du film. C'est déprimant. Et la loi du marché, donc c'est avec Corinne Massiero et d'autres acteurs, et c'est l'inverse, quoi. C'est-à-dire que il y a certes, on voit bien l'exploitation, on voit bien que c'est des métiers très durs, etc. Hein. C'est pas pour raconter n'importe quoi. Par contre, du coup, ils s'organisent, ils luttent, il y a de la joie, c'est des personnages complets. On a envie de s'identifier à eux. On les voit pas comme des personnages forcément extérieurs. C'est difficile de s'identifier aux personnages secondaires de la loi du marché, honnêtement, parce que c'est des gens qui pleurent de joie quand ils reçoivent un mini pot de départ dans une salle sordide. Enfin, on se dit ah ouais, ça fait un peu tiep. Alors quand on les voit dans Discount, on se dit waouh, ça donne vraiment envie, quoi. C'est un film où on voit bien que ça s'adresse pour le coup vraiment à pourquoi pas à des gens qui travaillent dans les supermarchés ou dans des boulots un peu similaires, quoi, qui se disent ok, ça je me ressens incarné par ce personnage-là. Un autre film qu'on aime bien à Frustration, c'est Snowpiercer de Bong Joon-ho, donc le réalisateur sud-coréen de Parasite. Et donc, c'est adapté d'une BD française. C'est un train qui en fait, après une sorte probablement après le changement climatique, en fait, le train fait un peu le tour du monde en permanence. Donc, la société est dans ce train. Et donc, la bourgeoisie dirige l'avant du train et les prolétaires sont à l'arrière du train. Donc, c'est une sorte de conte sur la lutte des classes. Et du coup, les prolétaires vont faire une sorte de petite révolution, essayer d'avancer de wagon en wagon pour essayer de prendre la tête du train. En fait, il y a plein d'idées qui sont super dans ce film. C'est le propos est assez limpide, hein, pour le coup. Donc ça, c'est un film qu'on aime bien. Et un troisième, je pense à Punishment Park de Peter Watkins, qui est un film pour le coup moins connu, qui est un film des années 70, qui me semble intéressant parce que c'est vraiment un film sur la fascisation aux États-Unis. Donc ça me semble assez actuel. En fait, il y en a déjà eu des périodes de fascisation aux États-Unis. Trump n'est pas le premier. Dans les années 70, c'était le cas. Il y avait plein de militants qui se faisaient abattre par la police. Et donc, ça met en scène de manière un peu documentaire, faussement documentaire, en fait, un camp d'internement pour militants. Et voilà, j'en dis pas trop plus, mais pour moi, c'est un film qui dit vraiment quelque chose de la société à ce moment-là, qui dit quelque chose encore aujourd'hui. Et qui me semble un peu une antithèse, par exemple, d'un film comme Civil War d'Alex Garland, en fait, qui est un film qui a une certaine efficacité dans la mise en scène, mais qui, sur le propos politique, est assez affligeant pour ceux qui l'ont vu. Moi, j'ai des idées de séries plus, parce que c'est vrai qu'on regarde aussi beaucoup de Ah séries. oui, chouette. Ouais. Il y en a une dont j'arrive pas à me souvenir du nom. Tu sais, la série sur laquelle j'ai écrit un article, un truc. J'aurais pas le dire. Tu sais, la série adaptée de Star Wars, là, que j'adore. Andorre, non? Andorre, voilà, merci. Ouf, on est un peu fatigué. La série Andorre, c'est une super série. Alors moi, je suis pas très fan de Star Wars à la base. Enfin, j'aime bien un peu comme tout le monde, mais voilà, je suis pas. C'est pas ma saga phare. Même s'il y a des trucs intéressants, mais la série Andorre, elle est vraiment très très appréciée parce que c'est une série sur les débuts de l'Empire, hein, le fameux Empire qu'on voit dans Star Wars, mais à une échelle beaucoup plus réduite, quoi. Star Wars, c'est vraiment des grands combats, etc. Andorre, c'est vraiment plus à hauteur de personnes. Et ça montre un système d'exploitation aussi colonial. Et surtout, c'est une série sur la résistance et l'objectif révolutionnaire. Et je trouve que moi je trouve que c'est une série qui m'a emporté et qui contribue à un imaginaire révolutionnaire avec des personnages moi j'aime bien parce que c'est pas une vision cynique de la révolution. En fait, la révolution est souvent traitée dans la fiction, mais voilà, et le biais bourgeois pour traiter la révolution, c'est les révolutionnaires, ils sont bien gentils, mais souvent c'est des gens qui ont des choses à régler avec leur père, quoi. Voilà, si on peut résumer. Et ça, c'est un peu chiant quand même, parce que j'ai l'impression que c'est tout le temps ça. Et puis, deuxième chose qu'on retrouve toujours dans le traitement bourgeois de la Révolution, c'est, ils font la Révolution, mais à la fin, c'est pour refaire la même chose, et c'est encore pire. Voilà, ça, on retrouve ça tout le temps. On retrouve ça aussi dans des jeux vidéo comme BioShock, où, voilà, en fait, on suit les révolutionnaires au début, puis vite fait, ça devient des bad guys, etc. Alors, c'est pas complètement, évidemment, fou, hein. Il y a bien des révolutions qu'on tournait mal, mais le fait que ça soit toujours ça, referme notre imaginaire des révolutions. Et je trouve que Andorre, c'est une série qui, déjà, montre un processus de fascisation, et c'est pour ça qu'elle est très appréciée et qu'elle est très populaire aux États-Unis, parce qu'en fait, il y a des choses vraiment incroyables qui se passent dans Andorre, qui se passent actuellement aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on voit comment la fascisation, c'est toujours progressif, hein, c'est toujours des renoncements successifs. Il y a quand même, dans Andorre, on parle d'un génocide, hein, c'est quand même, il y a quand même
une saison qui parle d'un génocide, avec des discours. Ce que j'aime bien dans Andorre, c'est que ça montre aussi que dans le processus de fascisation, il y a encore des institutions démocratiques dont on fait croire qu'elles existent. Voilà. Dans Andorre, il y a toujours le fameux Parlement galactique super joli là, qu'on voit dans Star Wars. Sauf que petit à petit, ces députés, ces sénateurs ont de moins en moins de pouvoir et en fait, ils parlent dans le vide, quoi. Et ça, je trouve c'est adroit. Donc vraiment, il y a vraiment des très beaux textes sur ce que c'est que l'espoir révolutionnaire et comment on vit avec ça. Comment tu vis avec la volonté de changer la société alors que tout te montre autour de toi que ça va être impossible. Et ça, vraiment, il y a des passages très beaux et très forts qui, moi, ont permis de quand même me conforter ou en tout cas de me remettre dans une certaine dynamique. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième série qu'on aime beaucoup à Frustration, pour le coup, en plus, on utilise tout le temps sa BO sur nos posts Instagram, c'est Succession. Série donc états-unienne assez récente, qui est une série qui est centrée, pour le coup, sur la grande bourgeoisie américaine, mais pour une fois, alors des séries sur la bourgeoisie, il y en a énormément. On en est saturé finalement avec des gens riches qui font des trucs de gens riches, qui ont des problèmes d'addiction à la coke, qui font des le loup de Wall Street. Enfin, toujours nous montrer la démesure et toujours sur quelque chose de très psychologisant. Voilà, ils sont pris dans le cercle fou de la spéculation. C'est blasant à force. Et Succession est beaucoup plus réaliste. Ça parle d'une grande famille de la bourgeoisie américaine adaptée d'une famille qui existe vraiment, la famille qui possède notamment la chaîne Fox News. Et pareil, ça nous montre une grande famille bourgeoise qui participe de la fascisation des États-Unis. Et moi, je trouve qu'il y a une sorte de... Au début, je trouve que c'est une série un peu dure à regarder au début, parce que moi, je me disais, est-ce que j'ai vraiment envie de compatir aux problèmes de famille de la bourgeoisie ? C'est bon, quoi, j'ai eu ma dose. Mais en fait, c'est quand même assez adroit, c'est-à-dire que pour quand même, moi je trouve pour rentrer dans une série ou un film, il faut quand même pas détester les personnages. Donc je trouve qu'on arrive quand même à avoir une certaine empathie pour eux, mais en même temps la série nous fait regarder en face ce qu'ils font au monde, ce qu'ils font à leur pays, ce qu'ils font au monde. Ça nous fait regarder en face leur cruauté fondamentale et leur absence de considération pour le genre humain dans son ensemble. Moi c'est une série dont je me suis servi, je l'ai citée dans mon précédent livre, parce que pour moi elle montre ces deux choses à la fois. Donc elle arrive à la fois être informative et divertissante, ce qui est quand même pas toujours évident. Voilà. Ouais, je rebondis rapidement sur cette question, mais moi je suis d'accord avec toi Nicolas bien sûr, mais je trouve que effectivement ce qui est très réussi, c'est que ça, contrairement à d'autres séries qui ont filmé la bourgeoisie, ça reproduit pas l'esthétique que la bourgeoisie s'imagine avoir d'elle-même. En fait, il y a toujours un petit effet de décalage, un petit peu comme dans Sans filtre d'ailleurs. Il y a toujours un petit effet de décalage, il y a toujours un sens un peu du malaise. Je rappelle un peu que c'est des êtres humains assez banals derrière leur pouvoir et leur statut social. Et je sais pas, Mad Men par exemple, c'est une série qui est plus ambiguë. On a bien vu qu'en fait, plein de gens regardaient Mad Men, ils disaient, ils sont quand même un peu stylés. Certes, c'est critique, mais ils sont quand même bien habillés. Ouais, ça donne envie de boire du sexiste et de boire du whisky. Ouais. Ça fait pas du tout ça en fait. Il y a un côté un sens un peu du ridicule et du banal dans Succession qui du coup est assez bon. Et effectivement, ça échappe aussi à un truc totalement moralisant, quoi. On voit vraiment une structure, on voit comment ces gens évoluent dans cette structure. Des gens qui sont plus ou moins gentils entre eux, plus ou moins cruels, plus ou moins médiocres. Mais on voit bien en plus que même leur cruauté, leur médiocrité est produite par des sortes de structures dont ils ne sont pas 100% responsables. Ils ont aussi leur responsabilité personnelle sur certaines choses, mais c'est pas des méchants capitalistes qui tirent les cordes. C'est un peu plus fin que ça. C'est une meilleure représentation par exemple que ce qu'on a vu dans Saltburn, par exemple, si vous avez vu ce film où la projection en fait sur l'aristocratie anglaise est totalement fantasmatique, quoi. C'est-à-dire, ils mettent des masques d'animaux dans une espèce de grand jardin, etc. En fait, on n'apprend pas grand-chose en fait sur l'aristocratie. On fait que valider des espèces de fantasmes qu'on peut avoir. Merci beaucoup. On va passer un petit peu à Frustration du coup. Faut que j'aille chercher mes frustrations du coup. Ah bah oui. Nous on est venu sans. Non, c'est surtout pour le premier en fait qui était de l'autodiffusion, autodistribution, donc juste pour vous montrer. Pardon. Cool, les archives. J'étais pas prête. Donc parce que Frustration Magazine, je vais vous laisser en parler, mais à la base c'était plutôt en ligne. Ensuite, il y a eu donc du coup le premier Frustration Magazine que du coup tu déposais toi-même à l'époque dans les librairies. Alors non, mais en fait c'est l'histoire encore plus longue que ça, mais vraiment personne s'en souvient parce que vraiment c'était complètement obscur. En fait, on a commencé sur le papier, mais c'est pas celui-là.
Et comme ça, on dirait que c'est le premier parce qu'il est un peu cheapos, mais non. On a fait encore pire. En fait, ça a commencé le premier numéro de Frustration date de 2014. Celui-là, il date de 2022. Okay. Ouais. En 2014, à l'époque, on était un petit groupe de bénévoles et on a fait un trimestriel. Et c'était un délire. Hein. C'était entièrement en noir. C'était écrit blanc sur fond noir, donc au secours pour les yeux. Mais on tenait au noir pour assumer une négativité. Voilà, on était un peu... voilà, en fait, c'était un trimestriel autoproduit. Enfin, on avait un imprimeur. Et puis, par contre, oui, c'est vrai qu'on s'occupait de la distribution. On est allé, donc on a commencé, on l'a tiré. Bon, on n'avait pas d'argent, donc on a tiré le premier à 100 exemplaires. On est monté jusqu'à 3000 exemplaires et on a tenté un lancement en kiosque. Donc, vous savez que le kiosque, c'est un marché très très régulé, très normé. Et là, Frustration Magazine a déjà été en kiosque à 10 000 exemplaires et vous le trouviez à l'époque partout, même dans les relais. Mais le problème, c'est que là, on était arrivé à la limite de notre modèle économique, clairement, parce que le système des kiosques, c'est un système de subvention, c'est-à-dire vous devez payer pour la mise en avant. C'est-à-dire que c'est bien beau que votre truc soit en kiosque, mais globalement, il va être tout derrière la pile. Et donc, les Bolloré, etc., eux, ils payent pour que leurs valeurs actuelles, ils soient en tête de gondole. Parce que sinon, ça marche pas. Donc, en fait, on a fait ça. Il a été en kiosque, je crois, 2 numéros. Et ensuite, là, nous, on était épuisés. Donc, on a fait une pause. Et on est passé entièrement en ligne. Et en fait, c'est parce que... Alors moi, j'adorais la formule en ligne, parce qu'après le stress de sortir des trimestriels, respecter les délais, avoir tout un tas délais que je vous laisse imaginer, pour en plus, économiquement, le papier, c'est très, très compliqué. Ça permettait pas du tout de nous rémunérer. On s'est jamais rémunéré pendant des années. Et en fait, en ligne, moi, c'était plus reposant, parce que déjà, en ligne, vous avez une régularité par rapport à votre lectorat, mais vous n'avez pas un transporteur qui vous dit, bon, il est où le numéro, maintenant il faut livrer. Et puis en fait, en ligne, on s'est mis à avoir beaucoup plus de notoriété, quoi. Parce que en ligne, on a bénéficié quand même d'un écosystème qui est à la fois hyper critiquable et à la fois qui permet de contourner les canaux traditionnels dont je vous parlais. Le système de la distribution en kiosque est hyper régulé en France. Régulé et puis bénéficiant à des grands groupes. Et donc en fait, les réseaux sociaux nous ont permis de prendre notre envol en termes de notoriété. On s'est mis à être lus. On a eu des articles qui ont vraiment eu un impact important, comme l'article de Rob sur le Bourgeois Gaze. Et à partir de là, nos lecteurs nous ont dit... déjà, on a changé de modèle économique. On était intégralement bénévole et puis là, on a tenté ce modèle de dire on maintient la gratuité, on maintient l'absence de publicité, mais on aimerait du soutien mensuel de gens qui s'abonneraient. Donc c'était un pari qu'on a lancé en 2022 avec ce magazine un peu comme Carotte, en disant si vous nous aidez tous les mois, vous recevez un numéro une fois par an. Alors le deal comme ça semble étrange, mais c'est un deal en fait un peu altruiste. L'idée c'est vous voulez de la presse indépendante, vous pouvez cotiser pour l'avoir et en faire bénéficier gratuitement aux autres. Et donc c'était ce numéro-là qu'on a fait aussi parce que nos lecteurs nous demandaient le retour du magazine. Et moi à l'époque je disais ah non surtout pas, c'était des galères impossible. D'ailleurs, je trouve que ça reste des galères quand même. Mais on a sorti celui-là, donc effectivement qu'on a distribué. Et ensuite, voilà, la fin de l'histoire. Enfin, c'est pas la fin. C'est que les Liens qui libèrent, avec qui j'avais publié mon livre Parasite, nous ont approchés en disant, vous savez, on peut faire une coédition. Et l'avantage de faire une coédition avec une maison d'édition, c'est que les maisons d'édition sont armées pour faire appel pour gérer les problèmes de trésorerie que créent les livres. C'est-à-dire qu'un livre, le problème, c'est que ça coûte très cher. Vous allez sans doute rentrer dans vos frais, mais déjà, c'est pas sûr. Mais surtout, si vous rentrez dans vos frais et quand bien même vous faites un système très rentable, vous récupérerez votre mise que 2 ans plus tard. Et évidemment que nous, avec notre trésorerie à nous, c'était pas possible. Donc en fait, les Liens qui libèrent, ils nous ont apporté de la trésorerie, ils nous ont apporté une expertise d'éditeur, ils nous ont apporté un réseau de commercial, ils nous ont apporté un réseau de libraires comme Ombre Blanche. Et grâce à ça, on a pu mettre en place donc cette nouvelle version. Là, c'est la 3e qui est dans cette esthétique-là, c'est-à-dire plus ce qu'on appelle un MOOC, c'est-à-dire en gros une grosse revue qu'on essaie de faire très belle. Je pense qu'elle est de plus en plus belle. Et vous nous en direz des nouvelles. Et qui est donc un complément, qui est finalement le seul truc payant qui existe dans Frustration Magazine, puisque tout le reste est gratuit. Donc c'est un peu la vitrine de Frustration Magazine. Voilà pour la petite histoire. Et du coup, vous vous êtes rencontrés comment, quand, tous les deux, je veux dire moi, pour travailler sur Frustration Ouais, c'est pour travailler sur Frustration.
Je veux bien rajouter deux petits trucs sur le magazine. Aussi, à chaque fois qu'on essaie d'investir un nouveau média, on essaie toujours de dire un peu c'est quoi la spécificité de ce média et comment on peut faire quelque chose avec. Du coup, par exemple, dans ce truc-là, on avait essayé dans le premier, on s'est dit, bon, on va mettre une BD, parce que c'est quelque chose qu'on peut pas faire en ligne, on va mettre des jeux, on va faire des mots croisés, des mots fléchés, des coloriages, des trucs comme ça, un truc un peu carnet de vacances, quoi. On essaie de le garder un petit peu encore maintenant. L'autre chose que je voulais dire, c'est que la couverture, comme vous voyez, on en est très content, elle est très belle, et c'est donc l'artiste toulousaine Lauriane Poquet qui l'a faite. C'est Made in Toulouse, un peu Frustration Magazine. Je savais pas que c'était une Toulousaine. Absolument. Bravo à elle. Oui. Donc on est super content. Elle avait fait aussi la couverture de celui d'avant. On était super content et une très belle affiche aussi pour Frustration. Et oui, ça c'est cool. Oui, il y a une petite innovation cette année, c'est qu'il y a aussi des travaux pratiques. C'est un manuel de construction d'une zbelinette. Les zbelinettes, c'est des petits chariots de manifestation qui permettent et de ravitailler les troupes, parce qu'on sait que bloquer un rond-point sans café, c'est vraiment insupportable, et quelque part d'entraîner des petits mouvements de foule maîtrisés. Donc pour mettre le zbeul. Et donc là, vous avez un plan exclusif de la zbelinette de type Marx Mobile qui a été construite en un seul exemplaire dans la ville de Saintes où j'ai la chance de militer. Donc voilà, vous aurez toutes mes explications de bricolo. J'espère que ça vous sera utile. Il faut des bonnes roues parce qu'à Toulouse, vous avez des rues pavées, donc pensez-y. Et sur comment on s'est rencontrés, moi je suis arrivé en 2020. En fait, c'était au départ, j'avais mis un commentaire sur un article de Frustration. Nicolas avait bien aimé, il l'avait mis dans l'article suivant. Parce qu'on était amis sur Facebook. Ouais, du coup, on s'est ajouté comme ça. Et après, moi, pendant le confinement, comme plein de gens, je ruminais plein de trucs. J'avais toujours un peu écrit, donc je faisais d'écrire. Et j'ai écrit à ce moment-là à Nicolas. Je lui ai dit, écoute, est-ce que je peux écrire pour des trucs pour Frustration? Il m'a dit oui, faut écrire au lieu de dire ça. Donc j'ai envoyé un article sur le racisme et dans la police. À un moment, en fait, il y avait des polémiques quand les gens disaient il y a les gens de la police c'est d'extrême droite. Et bon, j'étais allé chercher plein de chiffres, j'avais montré que toute la police peut-être pas, mais disons que 70% d'entre eux votent pour l'extrême droite. Faut quand même, c'est un chiffre quand même un peu fort, quoi. Pareil pour leur syndicat de policiers. Et donc j'avais proposé cet article et ça a été mon premier article. Après j'en ai écrit de plus en plus et après petit à petit je suis rentré dans le comité de rédaction et ça marche un petit peu comme ça en général dans Frustration. Hein. On est 5-6 maintenant vraiment au cœur de l'équipe et après on est un peu plus nombreux pour les collabos, pour les gens qui écrivent pour nous régulièrement ou qui font des choses avec nous régulièrement. Et justement, ces contributeurs et contributrices, vous les trouvez comment? En fait, ils font comme toi, ils envoient un message à Frustration ou vous faites des appels des fois Ah oui, non. En fait, c'est des gens qui nous écrivent. Et en fait, toute l'équipe, en réalité, toute l'équipe de Frustration actuelle s'est rassemblée comme ça. Moi, je suis le seul de l'équipe ancienne, donc de l'époque des trimestriels noir sur blanc. Mais en fait, notre recrutement, il est affinitaire. C'est-à-dire, c'est sur la base des textes. Ou alors, ça peut être des propositions de services. Maintenant, on a notre développeur web, Nicolas, par exemple, il voulait nous aider. Il se trouve que notre ancien développeur web, Thibaut, qui est aussi toulousain, lui n'avait moins de temps pour travailler pour nous. Du coup, il l'a formé. Il y a eu des choses comme ça. Donc, il y a des aspects opérationnels dans le travail d'un magazine, puis il y a les aspects éditoriaux. Et sur les aspects éditoriaux, toute l'équipe a été recrutée comme ça, c'est-à-dire sur la base d'une proposition d'article. Et ensuite, c'est comment on travaille ensemble, est-ce qu'on s'entend bien. Et puis, un truc quand même, on est aussi un groupe d'amis, on est des gens, on s'apprécie, on aime travailler ensemble, donc c'est quand même Frustration Magazine, c'est un journal, un média d'opinion. Ce qui existait beaucoup en France, par exemple, pendant toute une partie du XXe siècle et du XIXe, mais qui est maintenant un peu ringardisé par l'idéal journalistique dominant qui est les journaux, ils sont neutres, etc. Alors nous, pas du tout. On est un média d'opinion, c'est-à-dire qu'on a une ligne politique qui n'est pas particulièrement dogmatique, mais qui va quand même dans une direction. Et donc évidemment que les gens qui nous écrivent, il faut qu'ils soient un minimum dans cette direction-là. Et actuellement, c'est vrai qu'on a maintenant qu'on a une certaine notoriété, on reçoit beaucoup
beaucoup de propositions et on essaie de toutes les traiter. Mais aussi, on a changé, pendant longtemps, on était uniquement bénévole. Maintenant, on rémunère tout le monde. Donc, il y a aussi, maintenant, on fait des arbitrages aussi économiques. On ne peut pas, par exemple, prendre énormément de contributeurs chaque mois. Donc, on doit faire des choix. Et ces choix, ils sont liés pas du tout au niveau de diplôme. Par exemple, on est plutôt des non-professionnels du journalisme. Voilà. Et on aime plutôt que les articles ils soient écrits avec les tripes, en tout cas avec une certaine envie de changer la société. Et c'est pour ça que du coup, avec des journalistes plus professionnels, ça colle pas forcément. Alors il y a quelques exceptions, notamment Emma Conquet par exemple, avec qui ça colle vraiment, mais parce qu'elle est quand même animée d'un idéal, je trouve, de combattre certaines injustices. Mais maintenant, on est beaucoup sollicité par des journalistes professionnels et on voit que c'est pas pareil, parce que en fait, nous, on veut pas simplement prétendre décrire de façon neutre le réel. Nos articles ont toujours quand même un objectif de contribuer à une pensée révolutionnaire, et quand bien même on peut s'en éloigner en traitant d'œuvres culturelles. Enfin voilà, on n'est pas. Le but, c'est pas que chaque article se termine par un appel à la révolution, même si c'est un plus. Si vous arrivez à le faire, c'est toujours très apprécié. Mais c'est quand même comme ça que ça fonctionne. Voilà. Et pour les choix des sujets, alors pour celui-là, il me semble relativement évident avec les élections, et peut-être que c'était même pas fait exprès, mais j'imagine. Mais comment vous les choisissez en fait, les grands thèmes en fait de frustration ? Eh ben, là, sur celui-ci, les élections municipales ont joué, mais pas tant que ça, puisque sur la question de la ville, en vrai, c'est un sujet qui nous intéresse tous, aussi à travers nos lectures. On s'est rendu compte qu'on avait tous lu pas mal un peu dans les pensées marxistes récentes. Il y a eu beaucoup d'économistes ou de sociologues comme David Harvey, par exemple, qui a travaillé sur le fait que la ville est un lieu privilégié de la reproduction du système capitaliste et même de la résolution de ses crises, quoi. C'est-à-dire le secteur du BTP, le secteur immobilier, et c'est pour ça qu'on en pâtit tous, est devenu une valeur refuge pour le capitalisme, alors que ça n'a pas toujours été le cas. Le marché immobilier, c'était pas une manne comme ça dans les années 70-80. Donc en fait, il y a quand même une évolution qui fait que la ville est au cœur du capitalisme, de sa survie, mais aussi de ses injustices. Et ces injustices, elles nous ont toujours touchés. Notre condition de locataire fait que on a toujours voulu en découdre avec les multipropriétaires, les bailleurs, etc. Et donc en fait, ce sujet, ça faisait longtemps qu'on avait envie de le traiter. Et donc évidemment, il y a une opportunité avec les élections municipales, mais honnêtement, la façon dont on traite la question de la ville capitaliste, moi je trouve, alors je serais très content qu'il y ait des programmes municipaux qui prennent nos sujets à bras-le-corps et qui du coup aient des perspectives plutôt révolutionnaires, ou en tout cas qui critiquent vraiment des structures de la ville même. Mais bon, vu comment fonctionne le champ politique en France institutionnel, voilà, on n'a pas d'espoir qu'il y ait des candidats qui se disent chic, on va abolir la multipropriété. Et d'ailleurs, le spectre des élections municipales, on peut changer des choses à travers une municipalité, mais on sait bien que ça reste quand même limité et que voilà. Donc on va pas donner, il y aura pas de guide pour les élections municipales ou sur qui voter, c'est vraiment pas notre sujet. Mais on sait bien que dans des périodes électorales, et c'est ça peut-être pour ça d'ailleurs qu'elles sont intéressantes, il y a des intérêts publics pour un certain type de sujet, donc évidemment on a voulu aussi y répondre. En tout cas, ça permettait de parler de ce sujet tout en le décentrant de la question électorale. C'est quelque chose qu'on fait quand même beaucoup à Frustration, c'est-à-dire il y a des gens qui pensent que les élections c'est extrêmement important, d'autres qui pensent que ça l'est moins. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on pense que ça peut avoir un rôle, mais c'est pas là, à notre sens, que le cœur du changement se trouve pas là, et c'est quelque chose qu'on défend depuis longtemps. On écrit beaucoup sur ça, et je pense que c'est une manière de le faire. On rappelle plein d'expériences, plein de choses. Un article de Guillaume Étiévent, qui fait partie de l'équipe aussi, qui rappelle des grandes expériences d'autogestion de ville, de reconquête de la ville par les travailleurs et les classes populaires. Donc voilà, c'est aussi ces expériences-là qu'on a envie justement de parler d'autres choses que de liste de la gauche unie, etc. Des choses un petit peu plus plus ambitieuse aussi. Un exemple de ça quand même, c'est l'article de Pablo Castano. Donc Pablo Castano, c'est notre chroniqueur espagnol. Donc il a écrit un article sur les luttes des locataires à Barcelone contre les multipropriétaires et contre les locations touristiques. Et en fait, ce que montre Pablo Castano, pour le coup, c'est que certes, il y a des municipalités qui ont été en appui ou pas. Certes, le gouvernement socialiste a pu appuyer, etc. Mais ce qui fait quand même que les choses sont en train de changer et qu'il y a un rapport de force, c'est à travers notamment le syndicat des locataires de Barcelone.
Et ça, quelque part, ce syndicat, on peut le monter dans nos villes sans attendre les élections et sans se dire que tout reposera dessus, quoi. Nous, on a tendance à penser que les élections, ça peut être un plus, mais par moments, c'est une entrave parce qu'on est vraiment, en France particulièrement, on est pénétré de cet idéal républicain qui fait qu'on a l'impression que la politique égale les élections. Et ce prisme-là, il est trop restreint. Il y a beaucoup de choses qui changent dans la société. Et ça, toutes ces personnes qui ont été dans les luttes dites de minorité le savent, en dehors des appareils politiques. Et je me demande même si, au final, quand on voit ce qui a changé en bien dans l'histoire du XXe siècle et de ce début de XXIe, peut-être majoritairement en dehors de ces appareils-là. Donc nous, un de nos objectifs, c'est de faire vivre cette possibilité-là et de la rappeler en permanence, non pas pour avoir une approche dogmatique pour ou contre aller voter, etc., mais en tout cas vous dire, ouais, mais il y a d'autres choses qui existent et que vous pouvez faire vous-même, quoi. Comme construire cette belinette. Merci beaucoup. Ma dernière question, ce sera pourquoi frustration ? Pourquoi le titre frustration ? Tu veux que je commence à répondre ? Vas-y. La frustration, c'est... Bon, déjà, le titre, je trouve que c'est un... ça dit, c'est toi qui l'as inventé, peut-être. Je laisse, Non, mais... En fait, ce titre, c'est à la fois un atout et c'est un boulet, quoi. C'est-à-dire que moi, je me prends toujours des sueurs froides quand j'appelle la banque et que je rappelle comment on s'appelle, etc. Pendant un temps, je me prenais des sueurs froides quand j'allais à la poste. Il y avait la queue derrière. Je disais, pour Frustration Magazine, mais on a répété, frustration comme la frustration. Mais en même temps, c'était un titre qu'on assume fièrement. Oui, puis je te dis pas sur les réseaux sociaux comment on se fait charrier en permanence là-dessus. Les gens ils disent, vous portez bien votre nom. Bah oui, précisément. C'est pour ça qu'on l'a choisi. C'est-à-dire que la frustration est un sentiment. Alors voilà, quand on cherchait le titre, on cherchait un titre qui était un sentiment ou une émotion, parce qu'il nous semblait que l'espace médiatique à l'époque de la gauche intellectuelle et critique, qui était moins bien que maintenant. Enfin, je veux dire, maintenant, on estime que nous, on n'est pas les seuls à faire des trucs cool. Il y a quand même énormément de médias indépendants qui font du beau boulot. Moi, je suis très admiratif du travail de reporter. On est très admiratif du travail d'Histoire Crépue. On a collaboré et avec Blast, avec le média. Mais à l'époque, voilà, en 2013, c'était pas du tout comme ça. Les productions de gauche radicale étaient quand même assez austères. Et donc, ça passait par des titres, voilà, je sais pas moi, Barricade, l'internationaliste, enfin, des grands concepts, quoi. Et nous, on voulait partir du quotidien pour aller vers nos idéaux révolutionnaires qui d'ailleurs à l'époque étaient assez mal définis. Et donc partir du quotidien, c'est partir des émotions, puisque les émotions sont un moteur de l'action, quoi. C'est pas parce qu'on fait simplement des constats rationnels qu'on se met en mouvement, il y a d'autres choses qui jouent. Et donc la frustration en fait partie, puisque la frustration, c'est ce sentiment d'être empêché. Et quoi de plus empêchant que le système capitaliste, la République bourgeoise, on est en permanence empêché. Donc cette expérience-là, nous d'abord, c'était notre expérience au travail qui nous faisait ça, c'est-à-dire, mais c'est aussi notre expérience face au logement. T'es empêché de te loger par des gens qui, selon leur bon vouloir, peuvent juger que tes garants sont suffisamment riches ou pas. Au travail, toutes tes initiatives sont tuées dans l'œuf par des machines soit bureaucratiques dans le service public, soit aussi bureaucratiques dans le service, dans le privé. Et donc en fait, bah oui, on a le sentiment d'être empêché. C'est bien ça qui fait que... Et il y a aussi quelque chose qui est en sous-texte, c'est que si quand tu es frustré d'un truc, c'est que tu penses que ça peut être mieux. Et donc en fait, ce titre, il n'est pas que négatif. En réalité, il est tourné vers les potentialités de l'humanité à faire autre chose que ce à quoi on l'emploie. Et ça, c'est très important pour nous. Ouais, c'est un sentiment d'injustice, en fait, la frustration aussi. Oui, c'est un sentiment d'injustice, mais sur un truc un peu plus viscéral que théorique, voilà, pour le dire vite. Et ça, c'était important pour nous. Et d'ailleurs, le titre est lié à notre écriture et à notre façon de parler. On veut que nos textes provoquent quelque chose de l'ordre émotionnel, de l'ordre corporel chez les personnes qui nous lisent, et pas simplement qu'on puisse refermer l'article en disant « c'est très très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses ». Alors on veut que les gens apprennent des choses, mais on veut que ça leur donne envie de se mettre en mouvement. Et les textes dans l'histoire ont pu faire ça. Alors pas que les textes, mais notamment. Et nous on a envie de participer à ce notamment. Quelque chose à rajouter ? Non, Ah mais si, on a oublié de dire, c'est important quand même, que c'était aussi qu'à l'époque, on aime toujours un groupe de punk, de post-punk français qui s'appelle Frustration. Ils sont super. Et dès la première fois, on avait quand même fait un magazine qui portait leur nom. À une époque, on allait à leurs concerts, etc. Et on leur avait envoyé. Et tout de suite, ils l'ont mis en vente dans la boutique à Paris de leur label, Board Band Records. Et voilà, c'est des gens qui continuent de nous suivre, nous envoyer des messages encourageants. Et voilà, c'est pour ça qu'on a choisi ça. C'est qu'on aimait leur musique, tout simplement. C'est pour ça qu'on a tranché sur ce mot-là.
Des années qu'on veut faire une soirée avec eux en concert. On n'y arrive pas, mais ça se fera un jour. On y arrivera. Oui, vous y arriverez. Et puis on peut aussi rappeler, effectivement, je ne crois pas qu'on l'ait fait, que Les Liens qui libèrent, donc qui est ton éditeur, celui de Frustration, est une maison d'édition complètement indépendante. Oui. Et ça, c'est quand même vraiment très très important. Au même titre que les librairies indépendantes. Je vais vous faire passer le micro si vous avez des questions. Bonjour, merci d'être là. Et moi, ça me faisait penser quand vous parliez de cinéma. Je m'y connais rien en cinéma, mais j'ai beaucoup lu des récits dystopiques quand j'étais plus jeune, toujours maintenant, qui finalement parlent beaucoup de révolution, tous les Hunger Games, les Divergentes. Et je me demandais si c'était pas un peu infantilisé aussi de la part, je sais pas, du cinéma. C'est même dans les librairies, ça va être au rayon jeunesse. Alors que, par exemple, je sais pas, Orwell, ça va être au rayon SF, il y a aussi un biais sexiste comme ça. Et si, en fait, il y avait des films de révolution qui étaient aussi... est-ce qu'il y avait un sabotage un peu des dynamiques de révolution plus émotionnelles avec des jeunes et que le cinéma, il donnait pas un côté très intellectuel à peut-être des films de révolution? Et si vous aviez des conseils, justement, de films qui peuvent être à la fois... émotionnel, je sais pas comment dire autrement, et je sais pas. La question de la révolution dans les films, c'est un sujet assez compliqué quand même, dans le sens où oui, souvent ça aseptise, ça dépolitise pas mal. En même temps, nous, on essaie plutôt d'être optimiste sur ce point de vue-là. On en prend plutôt le verre à moitié plein. On se dit qu'en fait, ça nourrit quand même des représentations, des aspirations. C'est aussi des symptômes, d'ailleurs. Ouais, je pense que, par exemple, les Hunger Games, c'est des trucs, les films Hunger Games, c'est des trucs qui sont quand même assez intéressants. Après, voilà, dans les milieux militants, il y a quand même une attente d'exigence assez élevée des fois. On a lu la critique, par exemple, de Frédéric Lordon du dernier film de Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre. Si je résume un peu rapidement la thèse, mais il dit bon, une révolution ça ressemble pas à ça, c'est pas ça, etc. Alors il a raison sur des trucs, il y a un truc très fétichisant dans le début du film, je sais pas si vous avez vu ce film, dans les 20 premières minutes, un truc très fétichisant qui met un peu mal à l'aise, mais après il y a quand même une déconstruction de ce fétiche dans tout le reste du film. Mais bon, pour moi par exemple, Une bataille après l'autre, ça représente pas une révolution, ça représente une résistance qui est pas exactement la même chose. Et en l'occurrence, ça résiste clairement à Ice. Enfin, c'est assez parlant. Donc, à un moment où nous en France, on avait entendu moins parler. Donc, moi, je trouve que le film a quand même des qualités sur ça, parce qu'une résistance, c'est pas exactement la même chose qu'une révolution. Et ce film qui montre bien des révolutions, moi, je pense à la bataille d'Alger, de Gilles Ponteverico, un Italien. Je suis pas sûr de Ouais, c'est ça exactement, merci beaucoup. C'est un film qui est anticolonialiste, qui montre la révolution algérienne et qui est pas dans un rapport moral, qui montre un peu les aspects durs d'une révolution anticoloniale. C'est un film qui avait été entièrement censuré en France, les copies avaient été interdites, etc. Pour moi, c'est un film assez passionnant pour comprendre la révolution. Après, je sais pas si c'est un film qui donne envie de faire la révolution. Sur des films comme ça qui héroïsent plus, je reviens peut-être un petit peu à Snowpiercer, ça me semble pour le coup un truc assez valorisant sur ce que c'est la révolution. Il y avait aussi le film de Ken Loach, Le vent se lève, sur la révolution irlandaise, que je trouve que quand même super beau, super intéressant. Moi, c'est ça Non, mais sur la question du rapport, le fait que des récits un peu révolutionnaires peuvent être classés comme jeunesse ou ado, c'est vrai que je trouve que Hunger Games, c'est un peu le bon exemple. Et je pense que ça vient du fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est cette lecture psychologisante de la révolution comme étant finalement une métaphore du passage à l'âge adulte ou de l'adolescence. Je pense que c'est une façon comme ça d'aller le lier à des enjeux finalement individuels, existentiels, de confrontation au père, etc. J'avais lu un truc comme ça, une critique de Snowpiercer justement, qui disait qu'en fait cette révolution, c'était pas tant une révolution, fallait pas le voir comme ça, c'était une confrontation au père. Et j'étais là, une énième confrontation au père au cinéma, moi j'en peux plus quoi. Genre, j'ai l'impression qu'on est parfaitement au courant, c'est bon, on est informé. Donc moi j'ai plutôt envie d'y voir des révolutions. Et Hunger Games, il y a des symboles dans Hunger Games qui ont été utilisés dans des révolutions réelles, quoi, dans des révoltes, dans des pays du Sud, etc.
Je sais plus exactement lesquels, mais je me souviens que les symboles étaient repris, je sais plus le geste qu'ils font avec leurs mains, etc. Et nous, ça nous a plu. Et d'ailleurs, quand on a voulu choisir notre logo, le petit renard qui tient une cravate, d'ailleurs, faudrait qu'on le voit en plus, qui tient une cravate dans sa gueule. À un moment, on hésitait avec un peu l'oiseau, voilà, le Mockingjay de Hunger Games, parce que c'est cool de représenter un idéal par un animal. Enfin, c'est vachement intéressant. Donc oui, moi je pense qu'il y a un petit dédain comme ça. Aussi parce qu'il y a ce dédain pour ce qui peut sembler manichéen, quoi. On va dire ah non, c'est trop simpliste, etc. Bah ouais, mais parfois les révolutions c'est simpliste, les régimes autoritaires c'est simpliste, et le représenter c'est pas forcément un manque de nuances, c'est qu'aussi la réalité parfois elle manque de nuances, et c'est exactement ce qu'on vit en ce moment. Merci en tout cas pour cette. Donc veuillez m'excuser, j'ai un quart d'heure de retard, et donc on n'est pas de la même génération. Et vous voyez mes cheveux blancs. Et donc le cinéma à l'époque, moi mes références c'était le cinéma italien, Visconti avec le Guépard, Portier de nuit avec les Cavani, qui était à l'époque un film qui avait été interdit. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ensuite, donc, le troisième film, Le Guépard, Les Damnés, Portier de nuit. D'accord ? Donc, c'était un cinéma de classe. Et en fait, les grands cinéastes italiens, Bertolucci, Ettore Scola, etc. Donc, en fait, ils visaient l'universel. Et je pense que, quand vous avez parlé de résistance, et je suis d'accord avec vous, et je pense que un cinéma qui réussit, c'est qu'il arrive à décrire la tension entre l'individu et l'universel. Alors, là, vous m'avez cité des films, je ne les connais pas. Et est-ce que vous pensez que ces films, ils arrivent à décrire la tension entre l'individu et l'universel? Et est-ce que vous ne pensez pas, par rapport à cette époque-là, que l'imaginaire est en train de se rétrécir et que la création artistique perd de sa malheur parce qu'effectivement, toute la bourgeoisie et la classe arrivent à récupérer, y compris l'histoire des pauvres. Donc, c'est en fait les jeux du cirque. D'accord ? Effectivement, ces films sont en marche. À l'époque, il y avait l'underground, Berlin était la capitale culturelle, etc., etc. Donc, ma question... donc, ces cinéastes, ce sont des résistants. Donc, effectivement, par rapport à la production, la loi du marché, etc., etc. Donc, vous dites qu'il en reste quelques-uns. Mais bon, c'est vrai que après, il faut avoir une culture personnelle. Moi, quand je discute, veuillez m'excuser, mais quand je discute avec certaines personnes, ils n'ont aucune culture cinématographique. Ah là là. Ben oui. Ben oui, comme au niveau, moi je suis artiste peintre, d'accord, comme vivent la peinture, et donc je pense qu'à un moment donné, il faut s'informer, s'éduquer, mais ça tombe pas tout seul. Donc je vous félicite pour votre travail, je sais pas, vous avez 25 ans, 30 ans ou 35 ans, et donc votre revue, je la salue, effectivement qu'elle va monter. Alors par rapport aux émotions, effectivement... je vous propose, excusez-moi, vous avez déjà plusieurs questions et non, il y a un côté positif et négatif. Oui, oui. Toi, Rob, tu as une culture cinématographique contrairement à moi. La question un peu intéressante mais un peu large, mais ouais, je suis d'accord avec vous sur en tout cas il y a eu des expériences extrêmement intéressantes dans ces années-là en Italie. Moi dans le livre je parle notamment je parle aussi de Visconti, je parle de La Terre tremble, c'est un film c'est un très beau film qui se passe dans un village sicilien et qui parle de lutte de pêcheurs siciliens, et c'est que des gens qui étaient vraiment pêcheurs. Ils parlent même pas italien, ils parlent le dialecte local, et c'est vrai qu'il y a une sorte de rétrécissement de ces expériences et des imaginaires, parce que maintenant en fait le fait de mettre des vraies personnes dans les films, c'est quelque chose qui se fait encore dans le cinéma social, mais c'est souvent beaucoup plus comme décor maintenant. On va mettre un acteur très connu au centre. On va mettre donc Vincent Lindon, on va mettre Marion Cotillard, on va mettre des gens comme ça, et les vrais gens, ça va être le décor. Alors que là, par exemple, ces expériences-là, c'était beaucoup plus radical de ce point de vue-là.
Après, sur la culture cinématographique, bon, le cinéma, ça reste un art quand même assez populaire. Les gens vont beaucoup au cinéma en France. À peu près 65% des Français vont en salle au moins une fois par an. On a quand même des nouvelles générations de gens qui ont accès aux films. Internet a aidé pour ça. Des gens qui téléchargent beaucoup de films, les plateformes donnent un accès. Après, c'est vrai que des fois, c'est pas facile. Enfin, ça a quand même un coût. Bon, après, il y a des gens qui ont toujours été passionnés de cinéma, toujours des gens qui sont passionnés par d'autres choses. Moi, c'est vrai que je pense qu'il faut faire un peu, enfin, le cinéma, c'est ma passion personnellement, mais j'ai aussi conscience qu'elle en vaut largement une autre, quoi, en soi. Donc, je sais pas si c'est pas très grave, quoi, si les gens regardent pas de films et qu'ils ont d'autres passions, ça vaut autre chose, à mon sens, hein. Et je dis ça sachant que je regarde 1 ou 2 films par jour depuis 20 ans, quoi. Mais Rob, pour moi, c'est vraiment c'est mon seul ami cinéphile que je trouve pas prétentieux et énervant. Et j'ai vraiment plaisir, je trouve que c'est important quand on a une certaine culture d'arriver à en parler sans écraser l'autre. Et c'est vraiment le cas quand on parle ensemble. C'est assez rare. Non, mais vraiment, je trouve qu'on pourrait parler de la cinéphilie. Moi, c'est un truc qui m'a toujours beaucoup complexé. Comment la cinéphilie devient en fait une sorte de culture légitime parmi d'autres, alors qu'il s'agissait d'un art populaire à la base, et qu'en fait la cinéphilie devient un truc écrasant. En gros, tu n'as pas le droit de parler d'un film si tu ne connais pas tous les tenants et les aboutissants de la carrière de ce réalisateur-là, quoi. Et si tu n'es pas capable de le citer, parce que la cinéphilie, c'est être capable de citer de name dropper, quoi, hein, globalement. Donc littéralement de lâcher des noms dès que tu peux. Et c'est vrai que toi, tu fais pas du tout ça, et on est d'égal à égal quand on parle des films qu'on a aimés. Et ça, c'est très appréciable, et je pense que c'est ce qu'on essaie de faire aussi à Frustration quand on parle de la culture en général. C'est que pour prôner une réappropriation de cette culture-là et de la discussion démocratique autour de cette culture. Et juste, je voulais revenir sur ce que vous aviez dit, c'est intéressant, cette tension dans les révolutions, les récits de révolution. Oui, moi je pense que c'est ça qui fait qu'ils peuvent être d'ailleurs aussi appréciables et qui sont aussi populaires, que ce soit dans Hunger Games ou dans la série Andor. On a des gens qui ont des atermoiements entre leur volonté individuelle, par exemple de vivre en paix, de s'aimer. Moi je trouve que c'est un ressort dramatique régulier, mais qui est assez vrai dans nos vies, entre une histoire d'amour qui nécessite un peu de se retirer du monde et l'envie de changer la société qui nécessite de sacrifier un certain nombre d'aspects de sa vie personnelle, et qui est vraiment une question qui est pas mal au cœur de Andor, qui est quand même récurrente dans Hunger Games. Moi ça me touche, et puis je trouve que ça fait d'écho à des questions qu'on se pose, nous à Frustration aussi. Enfin, on a nos vies sentimentales parfois nous prennent trop de temps, elles sont trop galères, et moi je me dis est-ce que cette énergie je pourrais pas la mettre ailleurs dans la révolution. Voilà, ça fait écho à des choses comme ça. Et donc oui, et je pense que c'est pour ça que les récits de révolution, en plus, ils ont ce potentiel de parler à énormément de gens, y compris à des gens qui ne sont pas intéressés à des révolutions, parce que la question de ce qu'on fait de nos vies au milieu de tout ça, quoi, c'est une question universelle, effectivement. Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Oui. Déjà merci beaucoup pour votre travail que je lis toujours attentivement et tout sur les réseaux sociaux et sur votre site. Je trouve qu'il est ultra précieux, ultra percutant, et je trouve trop bien de renouveler l'intérêt de la théorie marxiste et les imaginaires révolutionnaires. Enfin, je trouve que c'est urgent aujourd'hui, et je suis vraiment admirative de votre travail en étant militante d'une organisation révolutionnaire ici à Toulouse. Je vais juste, avant de poser ma question plus précisément à Rob et tout, je voulais dire qu'on a la chance à Toulouse d'avoir trois listes municipales qui posent la question de la réquisition des logements vides et de l'expropriation des multipropriétaires. On a cette chance-là, et je pense que c'est bien. Ceci étant dit, ma question maintenant, c'était la catégorie de la bourgeoisie. Je voulais peut-être demander ce à quoi vous vous référiez en parlant de la bourgeoisie. Est-ce que du coup c'est le regard esthétique qui est posé dans les films, et est-ce que ton livre il s'intéresse aussi donc aux moyens de production, à qui possède les moyens de production au cinéma, et donc aussi aux conditions matérielles de la production, et qui possède, etc., et qui en fait manœuvre le jeu du cinéma en France, au-delà des institutions sociales qu'on a encore la chance d'avoir. Et donc comment est-ce qu'on fait aussi pour changer le monde, pour changer le cinéma, pour changer le monde? Est-ce qu'il faudrait exproprier les producteurs de cinéma? Enfin voilà, c'est ça ma question en gros.
Ouais, bah du coup forcément quand on fait un livre sur le regard bourgeois, on commence par définir la bourgeoisie. Donc je rappelle les définitions les plus connues. C'est le marxisme, donc les personnes qui détiennent les moyens de production, et la définition bourdieusienne, ceux qui cumulent du capital économique, donc de l'argent, du capital social, un gros carnet d'adresses, du piston, et du capital culturel, donc la maîtrise des références légitimes, etc. Et moi, je dis que j'élargis un petit peu, je m'intéresse aux personnes qui sont privilégiées économiquement. Pour garder en fait la notion matérielle et mettre un petit peu à distance la surfocalisation sur le capital culturel que la frustration trouve un petit peu daté et qui permet une récupération assez droitière du concept de bourgeois. C'est-à-dire le bourgeois, c'est l'étudiant en lettres qui bosse à McDo, et n'est pas bourgeois le petit patron qui a 6 salariés sur qui il gueule toute la journée. Donc ça, par exemple, on n'est pas du tout là-dedans, ça sème plus de confusion qu'autre chose. En revanche, par contre, les conditions matérielles, c'est des choses qui réunissent des gens qui sont très différents. Par exemple, l'expérience de la promiscuité, l'expérience des petits appartements, enfin voilà, ça définit quand même pas mal de choses. De toute façon, en fait, ce que je fais pour répondre à la deuxième partie de ta question, en fait, moi, je passe du coup de la représentation, c'est-à-dire ce qu'on voit. Donc, je constate avec le collectif 50-50 que 75% des gens qu'on voit dans le cinéma français, dont le milieu social est connu, sont des catégories socio-professionnelles supérieures, donc c'est énorme. Pour arriver, moi, à mes recherches à moi, donc sur l'origine sociale, pour découvrir donc que 70% des réalisateurs viennent de milieux favorisés, on voit que c'est deux chiffres qui se répondent assez bien. Encore une fois, c'est pas pour dire que c'est mécanique, mais on voit quand même qu'il y a une corrélation entre les deux. Et c'est là que j'arrive du coup à kiffer le cinéma. Et là, ce qui est assez intéressant dans ce que j'ai trouvé, c'est que y a des gens qui sont vraiment très liés y compris au grand capital, quoi, je veux dire, dans le cinéma. C'était pas tous, hein, pour le coup, hein. Des fois, c'est juste de la petite bourgeoisie ou de la moyenne bourgeoisie, mais des fois, c'est vraiment... là, je citais Emmanuel Berco plus tôt, son grand-père, c'était le patron de Citroën, quoi. C'est vraiment des mondes qui s'ignorent pas. Léa Seydoux, qui dit qu'elle a fait l'école de la vie, qui est même une famille, d'ailleurs, de la très haute bourgeoisie depuis même avant l'invention du cinéma, hein, ça date de très longtemps. Une dernière question, et après deux dernières questions. C'est pas vraiment une question, c'est simplement, vous parliez de Citroën et du bourgeois gaze. Je me rappelle d'une interview de la fille de Monsieur Linhart pour le film L'Établi avec Arlo Swan, et j'avais été très frappée parce qu'elle était très en colère de la façon dont l'intérieur bourgeois avait été filmé. Et elle disait que c'était pas du tout en accord avec l'intérieur chez ses parents, c'était Monsieur Linhart, et qui avait en permanence des gros bouquets. Et ça m'avait marqué parce qu'elle était elle a participé aussi au film. Et donc, elle expliquait ce qu'il y avait dans sa chambre, des portraits de Marx. Enfin, voilà, c'était assez drôle. Mais cette colère, la façon dont il y avait la marque, ces grands bouquets, ces gros vases, et elle était très en colère. Et je trouve que c'est vraiment révélateur de ce que vous dites, de ce bourgeois gaze. Enfin, voilà, c'est partout. Et voilà, ça m'avait interpellée. En fait, elle trouvait que la façon dont l'appartement de son père avait été représenté était trop bourgeois par rapport à ce qu'il était dans Exactement. la réalité. Oui, mais moi, j'ai vu que la bande-annonce du film, je veux dire. Mais ça faisait vraiment... tu te souviens, on l'avait regardé ensemble, on s'était dit... ça avait l'air quand même très cliché, le côté... il s'établit, mais il rentre dans son immense appart avec des grands bourgeois qui lui disent « Mais que fais-tu à l'usine ?» Et le livre que j'ai lu, il me semblait pas que ça donnait cette atmosphère-là. En tout cas, l'anecdote est intéressante. J'irai lire l'interview. Je vous remercie. Ok. Je retrouverai. Merci beaucoup. Mais en tout cas, sur ce décalage sur les habitations, c'est vraiment une des manifestations du regard bourgeois. C'est même une des plus évidentes. Je crois que c'est celle qui revient le plus quand on regarde. Une sorte d'exaspération pour ça. Il y a dans la série dans le cinéma américain, c'est quelque chose qu'on a aussi. Moi, dans le livre, je crois que je cite Flashdance et Stigmata. Donc Flashdance, c'est une ouvrière sidérurgiste qui est gogo danseuse la nuit. Dans Stigmata, c'est une coiffeuse. Donc c'est quand même des métiers assez prolétaires. Et en fait, elle vit dans des lofts immenses à Pittsburgh.
Donc j'allais vérifier quand même, c'est quoi le salaire d'une coiffeuse dans ces années-là, dans ce coin-là, combien ça coûte un loft, parce que bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'imagine, c'était quand même assez cher déjà à l'époque, hein, donc ça représenterait 70% de leur loyer, et en fait, c'est des choses qu'on voit souvent, par exemple dans LOL, là il y a LOL 2 qui va sortir. Bon, c'était un peu le film d'une génération, etc. Bon, c'est vrai, hein, il y a des choses, des mécènes et tout, c'est des choses que cette génération-là a connues. En revanche, tout le monde n'a pas connu l'appartement sur 3 étages dans le centre de Paris, quoi. Ça, c'est moins l'appartement d'une génération. Ça, c'est une des manifestations quand même assez fortes de ce regard bourgeois. Je pense que c'est une espèce d'habitation un peu délirant, quoi. Et à côté de ça, on a plusieurs fois fait la remarque que le logement prolo, au contraire, lui, est vraiment... si tu regardes les films sociaux français, on se dit les classes populaires ont un problème avec l'éclairage, quoi. Oui. Non mais là, si vous voulez voir un exemple, vous pouvez aller voir la bande-annonce de Marvin ou La Belle Éducation. Vous infligez pas le film entier, hein, mais genre littéralement il n'y a pas de lumière, quoi. C'est juste le type en Marseille avec 3 bouteilles de pastis en train de dire oui, il y en a marre des. Bon, je vais pas dire le mot. Enfin bref, mais c'est ça le. Enfin voilà, il y a une espèce de caricature aussi du logement prolétaire. Ou de méconnaissance. Hein, ils sont souvent beaucoup plus grands, mais il y a par contre des trucs absurdes, quoi. Genre pourquoi on n'aurait pas de lampe. Enfin ça. Oui, il y avait la même chose j'ai fait un article sur un des derniers films connus avec Vincent Lindon, il y en a tellement, je les confonds. Son fils rejoint une bande de fascistes dans l'Est de la France. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la perception de l'Est de la France dans un film parisien, parce que vraiment, pour bien nous montrer que c'est l'Est, il y a des plans réguliers sur des cheminées de hauts fourneaux abandonnés pour qu'on se souvienne qu'il s'agit bien de l'Est de la France, au cas où on n'aurait pas compris. Tout comme quand ça se passe dans le Sud, on nous met des cigales à fond les ballons pour qu'on n'oublie pas que c'est dans le Sud, ou des rugbyman si c'est dans le Sud-Ouest, évidemment. Mais pareil, il y avait le coup ils mangent dans des cuisines mal éclairées, avec des meubles en formica, mais pas du formica, vraiment, et je me disais, mais c'est pas vrai. La déco, c'est quand même un truc qui s'est répandu dans l'ensemble de la société. Il y a Conforama, il y a Ikea, et quand le logement, ce problème de l'éclairage, ce problème de la table de salle à manger où on pose le verre de vin comme ça, c'est toujours étrange. Et là, c'est quand même des projections de classe, effectivement, de classe qui sont pas allées vérifier la véracité de ce qu'il en est. C'est comment un habitat, par exemple, pavillonnaire. C'est plutôt lumineux, en fait. Les pauvres aussi ont des baies vitrées, quoi. Bonjour, merci, c'était hyper intéressant. Par rapport au truc des moyens de production sur les films, il y a une coopérative qui s'appelle Cinémutin, et qui recense en fait les films. Il y a du docu mais aussi de la fiction un peu par thème. C'est hyper bien classé, donc on peut acheter des abonnements et c'est moins cher. C'est vite d'acheter à Canal quand on veut louer un film. Et ils produisent aussi des films eux-mêmes, notamment un qui va sortir là bientôt, qui est une histoire sociale américaine, je crois, un truc comme ça. Donc via cette coopérative-là, il y a moyen de produire collectivement des films via des collectifs et c'est vachement chouette et leur sélection est top. Et par rapport à ce qu'avait dit la première personne sur Divergente, je me suis retapé la trilogie à lire il y a pas longtemps, je sais pas pourquoi, j'avais envie, et c'est un pamphlet antifasciste en fait. Le truc c'est hyper bien, il y a les factions, les gens qui s'en sortent, c'est passionnant. Du coup j'ai regardé le film, c'est une daube, c'est juste une histoire d'amour un peu foireuse, et du coup les films sont de pire en pire, et tout ce qui est hyper intéressant politiquement dans les livres, qui est décrit par une femme qui a 22 ans quand elle écrit les bouquins, c'est complètement occulté du film. Et il y a un peu le même process avec Hunger Games, même si c'est moins flagrant. Et voilà, je sais pas si vous aviez d'autres exemples un peu de trucs comme ça qui marchent parce qu'ils sont hyper politique hyper intéressant et qui en passant à l'écran deviennent juste des trucs chiants, quoi. Merci en tout cas de raconter l'expérience des Cinémutins. J'ai déjà entendu parler mais j'ai pas trop creusé. Mais par contre ça me fait penser que j'ai pas répondu du coup à effectivement la deuxième partie de la question tout à l'heure sur comment on peut faire. Donc il y a la première, un peu le réflexe classique, un peu d'une certaine gauche, faut nationaliser. Donc c'est ce qu'ont fait l'URSS et d'autres dictatures communistes. Donc ça donne des films intéressants, mais ça donne aussi un cinéma extrêmement contrôlé par l'État, avec de la censure, tout le temps à vocation politique, etc. Ça a aussi ses défauts, beaucoup de défauts même. Donc c'est évidemment pas notre sensibilité politique, donc c'est pas ce qu'on défend. C'est plus des choses comme ce que tu décris. Et là pour le coup il y a eu pas mal d'expériences déjà, notamment en Amérique latine. Il y a eu des sortes de cinéma itinérants, il y a eu le cinéma Piqueretto en Argentine, il y avait eu le tertiaire cinéma, en fait des gens qui disaient on va faire des espèces de collectifs de production, et c'est les mêmes personnes qui font les films qui seront le public, et aussi essayer de déhiérarchiser un petit peu même les tournages. Ça effectivement je pense que ça rejoint aussi ce que
ce que tu disais, qu'en fait, les moyens la production a des effets esthétiques. Ça, c'est quelque chose dont je suis assez convaincu. En fait, quand on tourne avec peu d'argent, ça va produire quelque chose d'autre, quoi. Et quand on produit avec énormément d'argent, pareil, ça fait des contraintes qui sont différentes. Donc les questions de production sont pas du tout neutres sur le résultat. Donc ça, je trouve que c'est un point intéressant. Et sur les exemples d'adaptation qui deviennent moins, moi j'en ai pas trop. J'ai l'inverse. Je pense à une autre chose. C'était la série Society sur Netflix qui a été annulée au bout d'une saison, qui était, je trouve, étonnamment intéressante et radicale dans ce propos. C'est une sorte de campus qui se retrouve d'un coup au milieu de nulle part. J'ai pensé un peu à un scénario d'un manga qui s'appelle L'école emportée, mais du coup on se dit bon, ça va être catastrophique, quoi, comme d'habitude, quoi. Genre tout le monde va s'entretuer, etc. Ça se passe un petit peu, mais il y a d'autres intuitions en fait sur comment on pourrait construire une autre société. Des choses assez intéressantes sur l'idée que le socialisme nécessite la sortie du patriarcat. Enfin, ça va jusque là, hein. Une série américaine sur Netflix, je m'attendais pas en fait à un propos comme celui-ci, même si c'est pas forcément dit explicitement, c'est quand même ce qu'on voit à l'écran. Bon, la série a été annulée, voilà, mais la première saison est pas inintéressante de ce point de vue-là. C'était assez novateur. En fait, d'habitude, à chaque fois qu'on voit des séries un peu post-apocalyptiques, etc., donc se pose la question de refaire société. C'est toujours une vision très très noire, quoi. Walking Dead, bon voilà, dans Walking Dead, Donald Trump il mettait ses pubs pendant les pauses parce qu'il savait que bon, ça parlait potentiellement à une vision du monde qui pouvait être partagée, quoi. L'homme est un loup pour l'homme, etc., etc. Mais du coup, moi je réponds pas exactement à ta question, et toi, t'as peut-être une meilleure réponse sur ça. Oui, mais avant, je voulais parler Walking Dead. Avec Rob, on regarde à peu près tous les trucs de zombies possibles, et ce qui nous afflige quand même, il y a quand même souvent un manque d'imagination politique, et c'est vrai que Walking Dead, c'est ça. Bon, hormis le fait que pendant toutes ces saisons, ils marchent dans la même forêt et qu'au bout d'un moment, on s'ennuie, il y a le fait qu'à chaque fois, ça nous fume. À chaque fois qu'ils font une nouvelle communauté, ils ont aucune imagination économique, etc. Ce qui me fume à chaque fois, c'est par exemple, ils se remettent à vivre dans des maisons de banlieue pavillonnaires. Vraiment, ils essaient de reproduire la même vie alors qu'ils sont littéralement entourés de zombies. On se dit, il n'y a pas un moment où vous allez collectiviser le logement, faire une cuisine commune, genre vous retrouvez chacun dans vos cuisines. Ils utilisent des voitures jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'essence, mais jamais ils utilisent des vélos. Enfin, il y a un truc, on se dit, ouah, quand même. En cas d'invasion zombie, je pense quand même que le socialisme est la solution, hein, par nécessité. Mais eux, même par nécessité, ils sont toujours chez eux à faire des cookies, quoi. C'est vraiment une impossibilité de se projeter en dehors du mythe de la middle class américaine qui se maintient même pendant l'apocalypse. C'est toujours fou. Et peut-être dans les exemples, alors c'est pas que bien, mais il y a une série, donc on parlait de Snowpiercer, le film, qui est adapté d'une BD, et la série Le Transpersonnage ou Snowpiercer, parce que tantôt c'est en français, tantôt... est pas mal. Il y a je trouve que le processus révolutionnaire, par exemple, est plus fin, notamment parce que dans la série, on voit qu'ils mettent vachement plus en avant une sorte de classe moyenne, les gens qui sont un peu entre deux, qui sont au service de la bourgeoisie et qui doivent un petit peu se positionner à un moment. J'ai trouvé que la série, pour ça, était intéressante. Et même s'il y a beaucoup de défauts par ailleurs, moi j'ai bien aimé le fait que ça s'autorise à imaginer d'autres choses. Et dans une autre série qui nous a beaucoup déçus, mais tu te souviens, on était un petit peu surpris, dans l'adaptation du jeu vidéo Last of Us, il y a une ville dans la saison 2, Jackson, qui est une sorte de communauté. Et là, ils imaginent quand même un fonctionnement, ils mettent plus en avant un fonctionnement autogestionnaire, etc., qui est pas du tout montré dans le jeu vidéo, on s'en fiche complètement, et la série s'attarde sur le fonctionnement de cette ville. Bon, c'est un peu pour moi sa seule qualité, parce que par ailleurs j'ai pas aimé. Mais voilà, c'était un exemple parmi d'autres. Et c'est aussi, je pense que là, vous voyez, les exemples qu'on donne montrent que nous, on n'a pas de... Je crois que, et d'ailleurs, quand on lit le livre de Rob, on sort pas du tout plombé. En fait, ce qui est quand même bien, et ça, pour moi, la série Andor le rappelle, c'est que tout système de domination a ses failles, a ses événements incontrôlés, a ses fictions. Voilà, on est toujours surpris par des fictions hollywoodiennes. Souvent, d'ailleurs, quand on a le logiciel très, très gaucho comme nous, on voit tout de suite, on trouve tout suspect, quoi. C'est-à-dire, on va dire, Hunger Games, un truc de révolution que tout le monde va voir et qui rapporte de l'argent, c'est forcément qu'il doit y avoir un truc malsain dedans.
Parfois pas. Parfois il y a des accidents de parcours. Parfois il y a des producteurs qui financent quand même des trucs qui parlent de révolution parce que ça rapporte de l'argent. Mais du coup, profitons-en. Voilà, tout n'est pas noir. Moi, je suis quand même toujours surpris de la façon dont on voit des choses qui portent des idéaux qui sont proches de nous, alors même qu'elles sont produites par des gens qui sans doute pensent tout l'inverse. Et nous, on a un rapport à la fois optimiste et opportuniste à ça. C'est-à-dire qu'on sait que les capitalistes ont en permanence récupéré les idéaux révolutionnaires pour les intégrer à leur méthode de management toxique, etc. Nous, il faut aussi qu'on s'autorise, dans une certaine limite et avec évidemment une grande lucidité, de s'approprier aussi les œuvres qu'ils produisent, de prendre en elles ce qui nous semble prometteur, d'aller chercher dans ces œuvres-là ce que nous, on va aller mettre en avant. Et donc ce rapport opportuniste et optimiste, c'est aussi, je pense, quelque chose qui est important dans notre ligne politique, et je le trouve très fort dans le livre de Rob. Merci beaucoup à toutes et à tous. Vous avez entendu à l'instant une rencontre avec Nicolas Framont et Rob Grams autour du magazine Frustration, En finir avec la ville capitaliste, et de la parution de Bourgeois Gaze aux éditions Les Liens qui libèrent. Enregistré à la librairie Ombre Blanche samedi 14 février 2026 et réalisé et mis en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre.